sujet de la santé, il y a une chose qui ressort énormément, c'est le sujet de l'alimentation, c'est le sujet des émotions, c'est le sujet du lien entre l'alimentation et les émotions. Donc là, on va pouvoir évoquer tout ça aujourd'hui. On est vraiment ravis de vous accueillir pour parler de tout ça. Il me semble, Mahalia, que tu as prévu un petit peu une sorte de trame pour amener les choses. Ouais, un petit plan. Un petit plan, mais dont on se fera un plaisir de dévier, évidemment, sinon c'est pas rigolo. C'est pas le genre de la maison. Ouais, c'est ça. Voilà, donc vous pouvez me retrouver aussi. J'ai réussi à lancer le direct à partir de mon profil Facebook. Cool. Normalement, ça marche. Donc pour les gens qui nous rejoignent là-dessus, n'hésitez pas à poster vos commentaires, vos questions, vos remarques par rapport au sujet du live, donc sur les compulsions alimentaires et puis de manière un petit peu plus large les addictions. N'hésitez pas aussi à me dire si le son et l'image sont bons. Mieux vaut vérifier dans plusieurs endroits. Donc oui, en fait, on va vous donner, si vous voulez, aujourd'hui, un certain nombre de points de vue sur cette question-là, un certain nombre d'outils qui seront à la fois des outils de coaching et puis des types de naturopathie. Hein. Et donc l'idée, en fait, c'était déjà, si vous voulez, de partir de la question de savoir, mais qu'est-ce que c'est, en fait, qu'est-ce qu'on appelle une compulsion alimentaire, qu'est-ce que c'est, en fait, qu'un comportement alimentaire pas normal. Parce que moi, je trouve qu'il peut y avoir une sorte d'abus dans l'idée de ce qu'on se fait, de ce qui est bien, en fait. Il faudrait manger principalement des fruits et des légumes, il faudrait évidemment qu'ils soient bio, locaux, etc. Et en fait, évidemment, c'est important de choisir des choses qui soient bonnes pour sa santé, mais je trouve que parfois, ça part un petit peu trop loin, en fait, dans l'idée du contrôle et de la surveillance de l'alimentation. Et en fait, il y a des phénomènes de diabolisation. Par exemple, à certaines époques, je crois que c'était plutôt les années 80, c'était le gras qui était diabolisé. Depuis, là, maintenant, ça revient avec le régime cétogène où les gens disent... il faut manger du gras. Ouais. Mais objectivement, les gens, il y a encore 80% de la population, si ce n'est plus, qui pensent que manger gras, ça fait grossir et que c'est mauvais pour le cœur. Donc, alors il y aurait il y a des bons gras, bien des sûr. mauvais gras. En fait, c'est etc. juste que la réponse est plus au milieu que radicale, comme bien souvent, quoi. Et pareil pour la diabolisation. Alors en ce moment, ce qui est vraiment complètement décrié, c'est le sucre et tout ce qui est aliments industriels. Donc en fait, moi, j'ai des clients et des clientes en coaching qui, si vous voulez, culpabilisent énormément parce qu'ils se tapent des fois de la junk food devant Netflix ou des chips ou du chocolat. Et en fait, quand ces gens m'en parlent, ils m'en parlent comme s'ils avaient fait un truc horrible, en fait. Un péché. Genre, c'est vraiment le mal incarné. Et donc, je me dis, ok, peut-être qu'il y a une question autour de l'alimentation, peut-être qu'il y a des réajustements à faire, mais en fait, moi, mon problème principal, puisque moi, je suis pas naturo et je suis encore moins diététicienne, c'est l'impact que ces considérations-là peuvent avoir sur la manière dont les gens se voient et le fait qu'ils se jugent et qu'ils s'insultent et qu'ils sont hyper durs avec eux-mêmes. C'est clair. En dehors de la question de savoir s'il faut ou pas modifier des choses dans l'alimentation. Là, je vous parle vraiment des considérations, si vous voulez, mentales et émotionnelles dans la manière dont on regarde son propre comportement. Donc, si vous voulez, pour moi, la première étape sur ces questions-là, c'est d'essayer d'arrêter de se flageller en fait comme des cinglés tout le temps. Et si on constate qu'il y a des comportements qui ne sont pas forcément bons pour nous, parce qu'on ne se sent pas bien physiquement, parce qu'on est un petit peu malade, ou parce qu'on manque d'énergie, ou parce qu'on se rend compte qu'il nous manque finalement des choses qui seraient importantes en termes de nutrition, et qu'il y a des réajustements à faire, c'est ok, mais commencez, je vous en supplie, par arrêter de vous insulter et de vous détester en fait. Je sais que c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais si vous pouviez au moins vous regarder de manière vaguement neutre, je pense que ce serait un bon début, quoi, en tout cas. C'est clair. C'est clair. Bah, je suis carrément d'accord avec toi, et un truc qui est très problématique dans notre domaine, de celui de la santé dite naturelle, hein, j'élargis au-delà de la naturopathie, puisque bien des gens, en fait, finalement, sont dans une démarche qu'on pourrait considérer naturopathique, mais en fait, ils l'ignorent, parce que c'est pas très connu comme système de croyance ou de recherche de plus de santé et de bien-être. Et en fait, très souvent, ce qu'on va trouver là-dedans, c'est des personnes qui vont agir de manière complètement radicale. Moi, souvent, je leur donne l'exemple du bateau. Je leur dis, un bateau, ça va jamais tout droit. Donc, en fait, vous mettez forcément un coup de gouvernail à gauche ou un coup de gouvernail à droite. Et vous tentez de suivre une voie. Et en fait, ce qu'ils font, très souvent, c'est, je mange de la junk food beaucoup, je vais mal, je me rends compte qu'en fait, peut-être ça a joué un rôle. Mais au lieu de dire, je vais tendre vers un équilibre, c'est, je vais complètement mettre un coup de gouvernail dans l'autre côté, et pour dire, je vais aller dans le tout cru, tout végétal, que des fruits, que des légumes. Et si jamais je venais à manger un barbecue avec quelqu'un, je réciterais des mantras en l'honneur du dieu de l'alimentation parfaite pour vraiment me repentir, parce que c'est honteux. Tu vois. Et en fait, c'est un gros problème parce que ces gens-là, parfois,
arrivent à un moment où ça leur parle plus. Tu vois, ils vont tellement dans l'extrême que leur corps, il comprend pas, il n'a pas le temps de s'ajuster. Donc ça fait du bien au début parce que ça allège la charge. T'imagines quelqu'un, moi je me souviens quand je bossais le week-end en parallèle de mes études, je mangeais un truc comme entre 4 et 5 fast-food par week-end, tu vois. Ouf. Donc vraiment, et pourtant je faisais du sport en haut niveau, mais ça me réussissait pas. Et j'avais l'impression que c'était pas un problème parce que je faisais du sport. Donc il y avait ce système de croyance qui était différent. Et en fait, ça me réussissait pas. Donc au fur et à mesure, j'ai bien été obligé d'observer que c'était de la merde comme croyance, tu vois, de croire que manger n'importe quoi mais faire du sport, ça suffisait à être en bonne santé. Donc au fur et à mesure, j'ai commencé à me dire, bah, je vais le faire moins. Mais le truc, c'est que très vite, tu tombes sur des livres, des choses qui t'expliquent que la santé, c'est pas juste arrêter de faire de la merde, c'est genre intégrer que des aliments sains partout. Donc tu te dis, mais en fait, j'ai fait n'importe quoi, je vais avoir un cancer à 22 ans, vite, coup de gouvernail, je passe au tout cru, tout machin. T'as fait ça? Je l'ai pas fait, moi je l'ai pas fait comme ça parce que j'ai eu la chance de tomber sur les bonnes personnes. Mais ce que j'observe chez les gens, c'est ça. C'est très souvent des coups de gouvernail très très braqués. Et donc la personne, en fait, bah, elle se met à manger ce qu'elle pense être optimal. Dans le domaine de la naturopathie, j'appelle ça le naturopathisme. Tu sais, il y a ce qui serait naturopathique et ce qui ne l'est pas. Et tous ceux qui pensent qu'il faut faire que ce qui est naturopathique, c'est du naturopathisme. En fait, c'est une espèce d'extrême de radicalisme là-dedans. Et je pense qu'il n'y a jamais de solution pérenne dans le radicalisme. C'est comme dans tous les sujets. Donc les gens partent à fond là-dedans. Et au début, ils se disent, t'imagines, je me sens beaucoup mieux, je suis plus en forme, je dors mieux, j'ai moins de troubles digestifs. Mais évidemment, en fait, tu arrêtes de mettre du poison et tu commences à mettre des nutriments. Ton corps est content. Par contre, il n'est pas prêt. Ta flore intestinale n'est pas prête. Il n'y a rien qui est prêt là-dedans. Et en plus de ça, tu passes dans une phase de privation terrible. Au début, tu es animé par une peur tellement énorme que tu te dis, ça me motive. Mais la motivation par la peur, c'est beaucoup moins fort que la motivation par l'inspiration. Ouais, en tout cas, d'un point de vue du moyen-long terme. Donc, très vite, ça part dans des craquages. Et ouais, parce qu'en fait, c'est évidemment, moi, je regarde ça plutôt du point de vue du mental, mais en gros, si vous passez d'une espèce d'excès dans l'idée de vous remplir de certaines choses qui vont vous faire du bien, et ça, c'est réel, c'est-à-dire que le réconfort qu'on peut trouver dans la nourriture, que ce soit dans le gras, dans le sucré, dans des choses qui sont, je sais pas, qui vont vous réchauffer, qui vont être un petit peu denses, en fait, c'est pas une illusion, c'est un réconfort émotionnel qui est réel. Et en fait, moi, ça, j'ai appris ça, en tout cas, j'ai pu le nommer, mettre les mots dessus avec des vidéos du docteur Zermati, dont je vous mettrai des liens sous les vidéos. C'est l'idée que la fonction de la nourriture en tant qu'accompagnant émotionnel, c'est pas une fonction par défaut, c'est pas une mauvaise fonction et c'est pas un truc à éradiquer, c'est une réalité. C'est-à-dire que oui, on est des êtres vivants qui avons besoin d'un certain nombre de nutriments et autres pour bien vivre, pour être en forme, à la fois comme des briques pour construire notre corps et puis reconstruire tout au fur et à mesure, et à la fois comme fuel, quoi, comme essence pour qu'on puisse fonctionner. Et d'ailleurs, les personnes qui auraient fait un jeûne savent très bien qu'au bout de relativement vite, on ressent un immense ralentissement. Et qu'en fait, on va se mettre à économiser nos gestes, tout simplement parce que comme on remet plus de fuel, le corps va puiser dans des réserves, et en fait on devient lent et calme, et c'est pas forcément désagréable, mais c'est vrai que quand on jeûne, on se rend vraiment compte de ce que c'est que l'énergie qu'on a et qui vient de l'alimentation. Donc si vous voulez, l'idée c'est d'arrêter de croire que la nourriture est censée être que quelque chose de l'ordre de la nutrition, mais de vraiment comprendre que oui, la gestion émotionnelle en fait intégralement partie, et que c'est pas en diabolisant ça ou en le refusant que vous allez y arriver. Et par exemple, ce qui a été parfois très difficile dans le contexte dans lequel on est, autour de l'alimentation, c'est le fait de ne pas pouvoir se retrouver avec les gens qu'on aime et manger, genre au resto ou en famille ou machin. Mais en fait, c'est parce que l'alimentation, elle fait lien aussi. Et ça, c'est un truc fondamental, et ça existe je ne veux pas dire de bêtises, et je ne suis pas ethnologue, mais il me semble que dans toutes les sociétés, l'alimentation et l'alimentation prise ensemble, c'est vraiment un des terreaux de la relation et du lien. Donc arrêtons de croire que en fait, c'est mal de manger du chocolat pour se faire du bien. C'est pas ça le problème, et c'est pas ça la question. La question, et là c'est vraiment, je vais reprendre 2 secondes, la base de la base en coaching pour ceux et celles qui seraient en formation ou quoi, c'est en quoi c'est un problème pour vous, en quoi c'est un problème pour toi en tant qu'individu. Et on arrête de croire qu'il y a un mode d'emploi qui convient à tout le monde, et évidemment, moi aussi j'aimerais bien me lever le matin et qu'on me file le mode d'emploi de ce qu'il faut que je fasse et de ce qu'il faut que je mange, mais ça marche tellement pas comme ça. Ce serait tellement pas fun. Ce serait pas fun, clairement, et nous on n'aurait pas de taf en plus, donc ça ferait chier. Mais en fait, l'idée c'est vraiment, et c'est pas forcément une étape confortable, mais c'est le début de la responsabilisation, pas de la culpabilisation, de la responsabilisation. C'est-à-dire chaque individu va avoir des capacités et des besoins différents.
Moi, mon corps, l'alcool, il a jamais compris. Ça m'endort hyper vite, ça me fatigue énormément, donc je bois, pendant des mois je bois pas du tout, des fois je bois un peu, mais clairement, ben, l'alcool et moi, et bon ben voilà, alors c'est peut-être une croyance, mais pour le coup elle m'arrange un peu, donc je la garde, mais l'idée c'est que ça, c'est pas mon truc. Par contre, effectivement, il y a certainement d'autres domaines où physiquement, il y a des choses que je fais et que d'autres personnes ne peuvent pas faire, j'ai pas d'exemple merveilleux là tout de suite, mais en tout cas, c'est garder en tête aussi qu'il y a vraiment une notion d'individualité, et qu'en fait, oui, il y a des gens qui peuvent vraiment faire des excès, et leur corps a la capacité de gérer. D'autres, moins. Et ça, ben, c'est pas juste, parce que la nature, elle s'en fout d'être juste, c'est pas son taf. Son taf, c'est de créer de la diversité. Et donc, elle s'en tape que ce soit cool pour l'un et moins cool pour l'autre. Mais prenez ça en compte dans la manière dont vous allez considérer votre propre comportement et de vous dire vraiment concrètement en quoi c'est un problème pour vous. Alors, après, il y a peut-être un petit bémol à faire sur la question du long terme. C'est-à-dire qu'il y a aussi un minimum de bon sens. Il y a des choses qu'on peut faire à 20-25 ans qu'on ne peut plus faire à 40. Moi, j'étais dans ma ville d'origine ce week-end avec une amie chère qui se rend compte qu'il y a des pratiques qu'elle ne peut plus du tout faire en termes de nuit blanche, par exemple. Moi, ça n'a jamais été possible physiquement. Les nuits blanches, c'est très compliqué. Elle, ça a pu l'être. Maintenant, ça ne l'est plus. Donc, prenez aussi en compte là où vous en êtes dans votre vie en ce moment, votre état de fatigue, votre état... comment dire, parce que si vous voulez, l'idée, c'est de se dire, mais finalement, de quoi j'ai besoin ? Si mon besoin, c'est un besoin de confort et de me faire plaisir, et que c'est un besoin, j'aimerais le nourrir de manière rapide, effectivement, la nourriture, c'est rapide en termes de plaisir émotionnel. Ben, on n'a qu'à tendre le bras, ou aller faire une course, ou commander un truc sur Uber Eats. Donc on est bien d'accord, et c'est une des difficultés qu'on a, nous, dans notre époque, c'est qu'en fait... l'être humain est moyennement fait, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais pour avoir pléthore de nourriture à portée de bras, il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, il fallait se bouger un peu les fesses. Ouais, l'invention du frigo, c'est assez récent. Ouais, c'est ça, il fallait un peu se bouger pour obtenir des trucs, et maintenant, on peut le faire en restant sur son canapé, donc on est bien d'accord. Mais voilà, si à un moment donné, vous avez vraiment envie et besoin d'un truc, ce serait peut-être mon deuxième conseil, ou troisième, je ne sais plus où on en est, mais c'est de dire, faites-le vraiment. Faites-le pas Bien à sûr. moitié. Bouffez pas votre truc en vous cachant à moitié, là. C'est clair. Ça sert à rien. Ça me fait des Moi, mal. franchement, en ce moment, j'ai un truc de temps en temps, c'est des plaquettes de crunch. Clairement, je me tape soit la plaquette en entier, soit la moitié s'il y a mon mec avec moi. Mais le truc, ça va pas être un carré. Moi, ça, je sais pas faire, j'ai jamais su faire, donc je m'adapte, quoi. Soit j'en achète, soit j'en achète pas. Mais quand je la mange vraiment. C'est-à-dire, je prends tout le plaisir qu'il y a à prendre avec, et je le fais avec un maximum de joie et de bonheur. Parce que quitte à faire, autant que ça soit utile. Si la fonction, c'est une fonction émotionnelle de se donner du plaisir ou du réconfort, et ben allez au bout du truc, quoi. Le faites pas à moitié. Vis l'expérience. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est un peu le côté Starbucks, quoi, tu vois. Tu vas chercher ton café, ton truc, on aime ou on n'aime pas, mais les gens sont contents d'être dans cette expérience, ça bouge, ça frappe dans tous les sens, ils disent des mots qu'on comprend pas. T'as des mecs sur leur ordi qui commandent rien. Tu sais, c'est un peu genre tu rentres dans un autre monde. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, les gens kiffent ça, mais c'est pas juste le goût. Et en fait, ça fait partie, je pense, de l'ensemble de nos sens. Et quand tu vas manger un truc ou boire quelque chose qui te réconforte, souvent tu l'associes à un contexte. D'ailleurs, très très souvent, les gens, moi, ce que j'observe dans les compulsions alimentaires, quand tu regardes, ils vont te dire, moi par exemple, j'adore la galette des rois, je sais très bien que ça me rappelle un souvenir familial, Ouais. etc. Parce que dans l'absolu, une galette des rois, il n'y a rien dedans de plus extraordinaire qu'un moelleux au chocolat ou qu'autre chose, tu vois. Pourquoi j'aime la galette des rois et pas les spaghettis bolognaises? Je vais pas te mentir, j'en sais rien moi. Mais en tout cas, historiquement, enfin, j'en sais rien. Je peux pas le dire de façon catégorique, mais quand je réfléchis à la question, c'est vrai que ça me ramène à une période de ma vie où on mangeait ça en famille, c'était un bon moment, partagé, etc., etc. Et donc très souvent, on cherche à reproduire cet état. Au même titre qu'on va développer par exemple des allergies à une substance parce qu'on a été exposé fort à cette substance pour laquelle on avait une forme de micro-réaction immunitaire à un moment où il y a un choc d'ordre émotionnel dans la vie, ou quelque chose de difficile à vivre. Et donc dès qu'on va se retrouver avec cet état émotionnel et l'allergène présent, on va faire une réaction. Ou bien parfois, au bout d'un moment, on est tellement devenu irrité qu'on va faire tout le temps la réaction. Bah, sur les compulsions alimentaires, il y a ça aussi. Je cherche à reproduire l'état dans lequel j'étais. Donc mon cerveau qui a mémorisé seconde par seconde toute ma vie, et sur tous les niveaux de sens, va dire qu'est-ce que j'étais en train de faire sur le reste de ma vie à ce moment-là. Et d'ailleurs, ça se transmet à la génération suivante. Donc c'est tout à fait normal. Parfois, on ne sait pas pourquoi nous, dans notre vie, il y a un truc en rapport avec quelque chose. Peut-être que nos ancêtres ont manqué, etc. Et ont grammé le fait de dire, quand tu croises un bretzel, tu le bouffes direct. Cherche pas. Moi, par exemple, je sais que dans ma génétique, il est très probable
qu'il y a un ancêtre qui avait croisé, qui est mort parce qu'il n'a pas mangé un éclair au café. Ah. Et donc, du coup, chaque fois que j'en croise un, c'est très très dur. Tu vois, mes élèves le savent. Je plaisante évidemment, mais ça fait partie des choses. Et d'ailleurs, comment on le reçoit ce truc-là? On le reçoit par notre microbiote maternel qui nous est transmis, et y compris familial. Tout ce qu'il y a, il ne faut pas se leurrer. On pense au microbiote par donc la flore intestinale transmise par la mère lors du passage par voie basse ou par le lait, etc., le pot à pot et autres. Mais en fait, toute la famille va à un moment prendre le bébé et vit dans un endroit. Hein, normalement, ils sont censés vivre ensemble. Nous, on est très explosés maintenant dans cette société, mais à la base, on vit en clan. Et donc, tout le monde touche la table, la couverture, le machin. Les microbes, ils sont partout. Et d'ailleurs, ils ne sont absolument pas, comme on le pense, pathogènes ou quoi. En fait, la différence entre un microbe pathogène et un pas pathogène, c'est qu'il y en a un qui sait très bien s'adapter sur toutes les erreurs de mode de vie qu'on fait. Et là, il va proliférer là où normalement, on n'aurait pas besoin de lui. Donc, ça permet Enfin, voilà, c'est pour dire que lorsqu'on a transmission de micro-organismes de cette manière par la famille, et ben en fait, on a une flore intestinale qui est adaptée à manger ce que notre famille mange. Donc, bien sûr, si votre famille mange énormément de sucre, bah, ce qui va se passer, c'est que vous avez une flore intestinale qui en veut. C'est normal, votre famille mange comme ça, donc la flore intestinale qui vient dégrader ce qui passe dans le tube digestif, c'est adapté. Donc vous naissez, vous avez ça, et vous ne comprenez pas, votre pote, il va manger des tablettes de crunch, il va maigrir, et vous allez manger une feuille de salade, vous allez prendre 10 kilos. Mais en fait, c'est juste que peut-être qu'il y a eu un programme de manque ou un programme d'hyperassimilation calorique, ou d'hyperassimilation des glucides et autres, et donc vous allez stocker absolument tout et assimiler absolument tout ce que vous ingérez, quand d'autres vont le balancer aux toilettes directes, voire assimiler et correctement le métaboliser. Donc ça, en fait, on l'hérite quand même en grande partie. Donc ça rejoint ce que tu disais sur il ne faut pas se flageller. Tu n'es pas responsable à 2000%, tu es responsable de ce que tu fais au quotidien et de là où tu veux aller, ça c'est clair. Par contre, tu n'es pas responsable et coupable de ce qu'on t'a légué et du matériel avec lequel tu démarres. Tout ça c'est modifiable, tout ça c'est optimisable, mais par contre tu n'es pas responsable et coupable de ça, il n'y a pas besoin de se mettre des coups de fouet sur les fesses, ou tu sais, des fois les gens me disent ouais mais c'est pas grave parce que je vais me faire 3 tours de terrain là, parce que j'ai mangé un bout de chocolat, un machin. Est-ce que tu as envie de le faire? Ouais. Est-ce que ça t'anime de le faire? Si c'est pour te mettre encore plus de contraintes et te sentir encore plus comme une merde, le seul truc que ça va générer, c'est je me sens mal. Et comme je me sens mal, au lieu de réfléchir à mon émotion et de la gérer, et de me reconnecter dans ma boussole intérieure à qu'est-ce qui m'anime dans la vie, et non pas qu'est-ce qui me fait souffrir comme je suis en train de faire, et ben je vais, au lieu de générer de l'émotion positive, de gratitude et de paix et de joie parce que je vais vers ma direction de ce qui m'anime en moi, ben je vais mettre le couvercle par le biais de la nourriture, de Netflix, et je vais m'abrutir. Alors juste, on me dit, c'est sur le live que j'ai repartagé sur ta page, je crois, que le son ne fonctionne pas très bien et que ça coupe un petit peu. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres endroits... Ah, on me demande de parler plus fort parce que je suis un peu loin du micro. C'est ok. Vous savez, même si vous ne nous entendez pas parfaitement, vous entendez exactement ce que vous avez besoin d'entendre. Donc il n'y a aucun problème en fait en réalité. Ok, je regarde vite fait hein, s'il y a d'autres remarques un petit peu. Ça bug de partout. Je regardais le replay. Ben, de toute façon, voilà, on vous remettra Moi, le replay. Moi, je vois des commentaires qui sont plutôt encourageants, donc pour ceux qui parviennent à entendre. Donc, je pense que du coup, vous en avez besoin. Et peut-être que les autres, c'était pas la partie qui les intéressait. On parle de bienveillance envers soi-même. Ouais. On parle du fait que c'est quand même difficile à objectiver et que le recul à prendre n'est pas évident. On parle de se lâcher la grappe et d'accepter nos failles. Mais en fait, mais c'est pas des failles, tu sais, à partir du moment où on se dit, je fais cette erreur de mode de vie. Ou alors, je vois les gens me disent, je fais pas d'erreur, mais comment éviter d'en faire? Pourquoi déjà tu fais exister la notion d'erreur dans ta tête? Pourquoi juste t'es pas à l'écoute de ce que tu fais au quotidien? Imagine que demain, la société s'effondre. Tu te retrouves en forêt de Compiègne, au milieu des chevreuils. Je parle de l'Oise parce qu'on a fait sortir Mahalia du 75. Je vais pas te mentir, elle a perdu 2 teintes. Et donc, quand tu vas en fait en forêt comme ça, donc j'ai un de mes amis que j'interviewerai qui lui a vécu avec les chevreuils pendant des mois et années tout seul en forêt. Je peux te garantir que c'est pas exactement pareil que tu vois, enfin c'est un autre mode de vie on va dire. Bah, quand tu commences à avoir un retour à la nature comme ça, le seul moyen que tu as de survivre, c'est pas de demander à Google qu'est-ce que tu peux manger qui est toxique ou pas toxique, de demander à Macron quel type de masque il faut mettre pour pas avoir une bronchite parce que c'est humide tout le temps. Non, le seul truc que tu peux faire à ce moment-là, c'est écouter ce qu'il y a en toi. C'est-à-dire écouter ton intuition,
te reconnecter avec cette espèce d'aspect animal intuitif qu'il y a en nous, qui supplante pour moi absolument toutes les conceptions de santé, les conceptions de bien-être, les conceptions de philosophie, de tout ce que tu veux. Au moment où tu es tout seul dans la forêt et qu'il faut bouffer, je peux te garantir que tu ne te demandes pas si c'est une mauvaise chose de s'éclater les 28 buissons de framboises que tu viens de croiser. Tu les croises, tu les bouffes. Ouais. Point. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a rien d'autre à réfléchir. Mais ça, c'est valable à partir du moment où tu n'es pas dans une considération liée au confort. Et là, on est dans une société où on a cette considération de confort, de dire on a accès à la nourriture dans tous les sens, et on s'inquiète sur notre esthétique, on s'inquiète sur notre santé. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans le présent. On est soit dans le passé, on a peur encore de reproduire, ou on est traumatisé par ce qu'il y a eu, et on a peur de projeter dans le futur ou de vivre dans le futur quelque chose qui serait une maladie ou autre chose. Donc on a des considérations de qu'est-ce qui peut provoquer ceci ou cela. Mais si je reviens à un humain d'homme des cavernes, bah lui il a peur de se faire bouffer. Donc en fait, ou de mourir de froid, ou de mourir inanimé, et surtout noyé, et surtout malnutri, etc. Donc lui il se connecte à l'instant T avec ce qu'il y a en lui, et il n'a pas toutes ces considérations idéologiques. Donc tout ça pour dire que parfois il faut admettre que on est avec une sorte de capital qui est là pour nous programmer vis-à-vis de ce que notre famille a fait et qui lui a permis de survivre. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le modifier, mais que ce n'est pas la peine non plus tout le temps être dans une espèce de recherche de l'optimal si c'est au détriment de s'aligner sur ce qu'on doit faire dans sa vie. Chercher à être parfait aux yeux de qui? Pourquoi vous voulez? C'est ce que tu disais. En quoi c'est un problème pour toi et pourquoi vous voulez faire ça? Ouais, alors juste pour les petits trucs techniques, j'ai l'impression que sur mon profil Facebook Malia Griot, ça a l'air d'être bon. Ça passe. Donc si jamais vous galérez sur d'autres trucs, en tout cas celui-là, on me dit que ça fonctionne bien, donc n'hésitez pas. Proactivité. Je voulais vous donner pour ceux qui connaissent mon travail, ma grande passion c'est des outils concrets. Donc pour reprendre un petit peu ce qu'on vous a dit jusque-là et pour vous filer vraiment des moyens de travailler là-dessus, moi je voulais vous proposer d'attraper ce sujet-là sur l'angle des croyances. Donc croyances dans le sens où je l'entends là, c'est vraiment une idée que l'on prend pour vraie, c'est-à-dire on ne se demande pas si elle est réelle ou pas, on ne va pas aller vérifier s'il y a de quoi la prouver ou prouver qu'elle est fausse, c'est pas du tout notre sujet, c'est juste je prends conscience de mes pensées en fait et de ce que je me dis. Donc là, dans l'exemple précis, dans le sujet d'aujourd'hui, de ce que je me dis à propos de moi, à propos de la nourriture et à propos de ce qu'il faut faire ou pas. Donc je vous propose vraiment concrètement de prendre une feuille et un crayon et d'écrire les phrases qui vous viennent de ce type-là, du type je mange que de la merde, je mange n'importe comment, je sais pas, s'il y a un truc que vous mangez régulièrement et que vous avez vraiment l'impression que c'est pas bon pour vous, de noter tel truc c'est dégueulasse, tel truc c'est même pas vraiment un aliment, tel truc c'est du poison, enfin n'importe quoi en fait. Hein. Mais écrivez-le vraiment dans la forme la plus simple possible, pas des mots trop compliqués, pas des choses conceptuelles, vraiment la version un petit peu brute de vos pensées, même si c'est un peu glauque en fait. Parce que des fois quand on attrape ce genre de truc, comme une petite pelote de laine et qu'on tire un fil, on tire des trucs qui peuvent être assez glauques, hein, du genre je mérite pas d'exister, je suis dégueulasse, enfin voilà, pour ceux et celles qui auraient des questions de regard sur eux-mêmes qui seraient compliquées. Peu importe votre apparence, parce qu'on est bien d'accord, le regard sur soi n'a absolument rien à voir avec l'apparence qu'on a, en fait, malgré ce qu'on peut penser. Donc ces phrases-là, vous prenez une feuille, vous les écrivez, vous les barrez toutes une par une, et vous brûlez la feuille. Alors faites un petit peu attention à ne pas mettre le feu chez vous, faites-le correctement. L'idée, en fait, par cet exercice-là... Il faut faire une attestation ou pas du coup? Vous cramez l'attestation avec, pardon. On s'en fout. Okay. Faites des feux d'attestation. Donc, l'idée, en fait, par cet exercice, je vous explique un petit peu la mécanique derrière, c'est vous allez donc déjà prendre conscience, mettre un petit peu en dehors de vous ces idées-là. Prendre conscience que ce ne sont que des idées, que des pensées. Elles auront moins d'impact sur vous que quand vous n'êtes pas au courant, en fait, qu'elles tournent. Et ce qui est un peu chiant avec ce genre d'idées, c'est que ça va atteindre l'estime de vous-même, l'amour de vous-même, en fait, de vous parler comme ça par rapport à ce sujet-là. Et puis, ça peut aussi créer tout simplement... un impact sur la manière dont la nourriture en question va agir sur votre corps. Parce qu'en fait, si vous êtes persuadé que vous bouffez un truc qui est mauvais, ben, ça va juste renforcer la possibilité qu'il soit pas bon. Alors que si vous dites peut-être quelque chose de neutre, parce que des fois c'est compliqué d'arriver à quelque chose de positif hein, sur certains aliments, il n'y a pas de problème, mais vous dites c'est neutre. Mon corps il est quand même capable d'absorber ça et que ce soit pas un problème. Ok. Donc vous écrivez ces phrases, vous les barrez, vous brûlez la feuille et vous recommencez autant de fois que nécessaire si vous vous surprenez à avoir voilà, ces jugements par rapport à vous, par rapport à la nourriture et par rapport à la manière dont vous mangez.
ce serait un outil, le premier outil que j'avais envie de vous livrer aujourd'hui. Le deuxième outil, en fait, ça rejoint tout à fait ce que tu viens de dire sur la question de se connecter à soi. Alors, ce qui est compliqué, en tout cas là je parle vraiment pour moi en tant qu'individu, moi il y a un moment donné, donc je me suis beaucoup intéressée à l'alimentation par rapport à des petits soucis digestifs que j'avais eu il y a certains temps. Et donc j'ai énormément lu, énormément regardé de vidéos, et donc il y a un moment donné j'étais tombée sur un truc que je trouvais intéressant. C'était l'idée vraiment selon laquelle chacun sait en fait, on sait ce dont on a besoin. Et en fait, ce qui est un petit peu compliqué avec ça, c'est que pour savoir ce dont on a besoin, pour se connecter un peu à cette part instinctive, l'idée, ce serait d'y avoir accès. Et donc, ce qui peut nous empêcher d'avoir accès, c'est évidemment les pensées, les automatismes, les réflexes, et puis aussi le fait de ne pas se faire confiance, par exemple, de ne pas avoir l'habitude de faire confiance à son intuition. Et puis aussi certainement le côté un peu, enfin pas un peu, le côté addictif de certaines substances comme le sucre, qui sont juste l'équivalent neurologique, on le sait, genre de la cocaïne en fait. Donc quand on a envie de sucre, c'est rarement une question d'instinct et de ce dont on a vraiment besoin, c'est juste parce qu'on est en manque, quoi. Et qu'en fait on en prend parce qu'on... Dopamine, je me trompe pas? Je sais plus. On s'en fout. Donc en gros... je suis connecté à autre chose. Sur ce point-là, c'est-à-dire comment être plus en lien en fait avec ce dont on aurait vraiment besoin, pas dans le but d'éviter de manger certains trucs, mais plutôt dans le but, et là je commence un petit peu la ligne à laquelle j'avais pensé pour le truc d'aujourd'hui, c'est plutôt au lieu d'être fixé, si vous avez une question de compulsion alimentaire sur certains trucs, au lieu d'être fixé sur ces trucs-là, et de vous dire je devrais pas, et de vous prendre la tête, moi je vous propose d'aller regarder ailleurs en fait. Et donc de ne pas regarder sur ce que vous ne devriez pas manger, vous en foutez, vous le faites pas, mais de regarder plutôt sur de quoi vous auriez besoin finalement. Pas à la place, mais tout court. Et donc ce que je peux vous proposer là-dessus, pour ceux et celles qui connaissent et qui pratiquent la méditation, on sait que le fait de méditer régulièrement, donc je vous parle de 5-10 minutes par jour, ou peut-être un jour sur deux, enfin peu importe, vous commencez un peu comme vous voulez, c'est vraiment l'idée de créer de l'espace à l'intérieur de soi. Un espace entre soi et ses pensées, entre soi et ses automatismes, entre soi et le fait d'être un peu trop collé à ses émotions quand on ne sait pas forcément les gérer, en tout cas quand on ne sait pas forcément les accueillir, parce que gérer des émotions c'est un peu du pipeau, moi c'est comme ça que je titre certains trucs, mais c'est parce que les gens ils ont envie de les gérer, mais on les gère que dalle. En fait on apprend à être avec sans paniquer, et à les laisser nous traverser, et à entendre peut-être ce qu'elles ont à nous dire, mais en fait c'est beaucoup plus humble que ça, le rapport aux émotions, on ne gère pas grand chose. Et donc la méditation ou les exercices de respiration type cohérence cardiaque, pareil, 5 minutes à pratiquer une fois par jour, c'est quand même rien du tout en termes de temps. Donc le premier ou la première qui me dit j'ai mal, non, je lui dis c'est ça, je te crois pas. C'est vraiment de vous donner plus de place, et plus de place aussi pour être connecté à vous et entendre un petit peu cette petite voix intérieure qui pourrait vous inviter à aller manger ce dont vous avez envie, mais pas envie au sens addiction, machin, réflexe, mais d'une envie un peu plus profonde, comme on peut avoir. Et en général, ces envies-là, c'est des envies qui sont des envies de choses qui sont plutôt bonnes pour nous, quoi. Je vous parle d'envie, je sais pas, mais en ce moment c'est le printemps, moi je commence à avoir des envies un petit peu de fruits, voilà, de saison, beaucoup envie de verre, beaucoup envie de feuilles, de salade, de trucs comme ça. Et donc peut-être que le fait de pratiquer la méditation régulièrement, de toute façon c'est connu, hein, l'effet de la pleine conscience, c'est complètement utilisé en psychiatrie pour accompagner, voire guérir tout un tas de pathologies, de dépression, et très certainement dans les difficultés de rapport à l'alimentation. Donc si vous voulez, si le truc que vous avez envie de modifier c'est les compulsions alimentaires, les solutions que moi je vous proposerai en tant que coach, c'est des solutions qui vont pas comment dire, être autour de l'alimentation en fait. Ça va être à d'autres endroits. De toute façon, je pense qu'il n'y a aucune solution dans l'alimentation. Si tu as une compulsion alimentaire là, c'est parce que c'est un domaine dans lequel tu as accès déjà à des choses, et finalement c'est un peu un domaine dans lequel tu es dans l'opulence, tu es suffisamment réalisé pour tracter les domaines où tu ne l'es pas. Donc j'irai plus loin encore que finalement, parce que la pleine conscience pour dire je vais observer ce qui me plaît dans mon alimentation et du coup aller vers les aliments qui me plaisent, c'est fondamental, et enfin, merci énormément pour ces 2 conseils, là je les trouve vraiment hyper cool. Je voudrais revenir d'un point de vue un peu plus physiologique, mais sans que ce soit rébarbatif, pour comprendre ce qui se passe. À partir du moment où je me dis, je mange ça, mais c'est de la merde pour moi, il faut que je lutte. En fait, la lutte, le combat et la fuite, c'est géré par le système nerveux sympathique. Ça veut dire qu'on est dans le système du fight or flight, le système nerveux de je suis en stress, je suis pas bien. Ce système nerveux, il a comme conséquence d'inhiber absolument tous les processus digestifs
toutes les sécrétions, etc. C'est-à-dire qu'au moment où je mange et que je suis en lutte contre moi-même, par exemple, je mange du crunch parce que je sors du 75 et c'est pas facile pour moi en termes de stress, ben là, je me retrouve en fait à lutter contre moi-même et à dire, je sais que je fais du craquage, c'est pas bien, dans ma famille il y a des cancers colorectaux, je pense que ça pourrait mener à ça. Je me raconte des salades, je commence à être dans la peur. À partir du moment où je dis ça à mon système nerveux, qu'est-ce qui se passe derrière? Il se passe système nerveux sympathique, qui n'est pas sympathique du tout, c'est le système nerveux de la défense, de la fuite, ça vous permet de palpiter plus fort, mais par contre ça inhibe votre sécrétion digestive, en tout cas votre fonction digestive et votre fonction de relaxation. Ça inhibe aussi la régénération cellulaire de vos organes et ça inhibe une grande partie de la sécrétion des neurotransmetteurs par le tube digestif. Donc vous n'êtes pas prêt de vous sentir mieux en faisant ça à long terme, mais disons qu'un craquage court terme, ça pourrait être beaucoup moins néfaste si vous disiez, là je vais m'autoriser à faire circuler l'énergie qui est à ma disposition au travers de cette nourriture, pas forcément considérée comme saine par un système de croyances existant dans l'univers contemporain. À partir de là, j'intègre cet aliment, je le mange avec plaisir et je suis content de faire ça. Moi, si je m'éclate une crêpe ou si je m'éclate un éclair au café, je vous garantis que je ne suis pas du tout en train de me dire oh merde, j'espère que ça ne va pas me filer la courante ou je ne sais quoi. Au contraire, je vais me connecter à ça, je vais le manger avec énormément de plaisir, si possible en bonne compagnie. Je vais vraiment l'ensaliver et surtout, je vais faire deux choses fondamentales. Je vais le mâcher jusqu'à ce que j'ai savouré chaque microgramme de sucre, d'arômes artificiels et de toutes les potentielles merdes qu'on trouverait là-dedans, mais qui sont, moi j'estime que c'est des informations homéopathiques pour mon corps, pour me rappeler que je vis dans une société qui n'est pas pleinement naturopathique, et que c'est ok, puisque ça fait de l'adversité pour mon corps, et que le corps ne peut pas se transcender sans adversité, comme le système immunitaire. Pas d'adversité, pas de maturation immunitaire. Donc, il me faut de l'adversité, c'est ok d'avoir un écart alimentaire. Par contre, de faire ça à longueur de temps, c'est là où il y a un souci. Donc, si vous vous mettez à parfaitement mastiquer, mâcher, 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 et si possible, si c'est un ingrédient qui est d'une famille, par exemple, bon, bah, si je mange un éclair au café, je reprends cet exemple, idéalement, c'est un glucide. Donc ça, il y a quelques lipides, mais enfin, ce pas des lipides très nutritifs. Donc ça, on peut se dire que ce sont le glucide qui pourrait être incorporé dans un repas. Idem avec du chocolat, idem avec différentes choses. Certains vont avoir des craquages de chips, et bien dans ces cas-là, considérez que c'est le féculent de votre repas. Éclatez-vous le paquet si vous voulez. Mais au lieu de le manger en dehors et de faire en plus du grignotage qui épuise votre tube digestif, vos sécrétions de neurotransmetteurs, qui irrite votre paroi intestinale, voire qui crée une hyperperméabilité, qui va même avoir des dégâts psycho-émotionnels derrière, mangez votre paquet de chips au moment de votre repas en considérant ça comme un féculent. Ça va atténuer l'effet néfaste de l'ingrédient considéré comme malsain. C'est-à-dire que je ne vous invite pas à manger tous ces ingrédients. Je vous dis juste, si vous arrivez à en manger, si vous arrivez au stade où vous êtes un peu dans le fait d'en manger parce que vous avez du mal à résister, mangez-le avec énormément de plaisir, détendez-vous, savourez-le, kiffez, ne vous préoccupez pas de toute l'influence que ça va avoir et surtout mâchez bien. Ces deux choses vont permettre d'aller très très fort sur le système nerveux parasympathique qui lui va hyper sécréter au niveau des sucs digestifs et ça va permettre la motilité, donc les contractions de l'intestin et du côlon pour pas que ça reste trop longtemps dans votre corps. Et en fait, ça va vous connecter à autre chose et au lieu de le vivre mal, vous allez le vivre bien. Par contre, je reviens sur le fait de ce que disait Mahalia, de se connecter finalement à d'autres ingrédients qui vous font envie. Vous pouvez le faire dans l'ensemble des domaines de votre vie. Souvent, on compense par l'alimentation parce qu'on n'est pas du tout épanoui dans autre chose. Quand je dis aux gens, voilà les différents domaines de vie, notez-vous de 0 à 10 sur chacun de ces domaines. Bon, je ne vais pas te mentir, hein, celui qui a des compulsions alimentaires, il est très rarement épanoui professionnellement. Sentimentalement, bien souvent, il est dans les chaussettes. Je te parle même pas de l'aspect familial, il a l'impression d'être en guerre avec tout le monde. Soit c'est boring, donc c'est chiant, il vit un truc qui est saoulant au niveau de son boulot, il s'ennuie, il est en télétravail, il se fait chier, donc il bouffe, etc. Soit au contraire, il est surmené, sursollicité, et en fait il a besoin d'apaiser son système nerveux. Et là, dans ces cas-là, ça va être plutôt des compulsions sucrées, notamment parce que le sucre, qu'il soit industriel ou pas, c'est un refroidisseur du système nerveux. On vous dit toujours que c'est de la merde, mais vous avez besoin de sucre parce que le glucose, c'est un refroidisseur du système nerveux. C'est pour ça que quand vous n'êtes pas bien, vous voulez absolument consommer du glucose. Vous n'allez jamais avoir envie de vous taper du jambon avec ça de beurre quand vous n'êtes pas bien.
Ça, vous allez faire ça dans d'autres phases. Mais en tout cas, quand vous avez des phases de surmenage et que votre système nerveux n'en peut plus, c'est comme des gaines de câbles électriques qui commencent à chauffer. Et donc, en fait, pour éviter que ça fonde et qu'il y ait un risque, tu vois, de court-circuit, bah, qu'est-ce qu'on fait? On met du sucre, entre autres. Donc, tout ça, c'est physiologique, c'est complètement normal. Ok, mais donc, plus vous vous réalignez dans votre vie, moins vous avez besoin d'aller là-dessus. Et donc, c'est Mélène, c'est ça, qui nous dit d'où le manger de tout, mais de façon raisonnable. Manger de tout de façon raisonnable et à la limite, voilà, je vous disais, intégrer ce qui semble être un craquage dans un repas à la place du type de repas. Voilà, si vous avez l'habitude de manger par exemple du riz, voilà, vous faites un repas, il y a du riz, mais vous voulez faire un énorme craquage, vous sentez que vous allez craquer sur les chips, vous dites là il est 11h30, vous n'en pouvez plus, et bien c'est très simple, mangez vos chips et faites pas de riz, ça vous servira de féculent. Et ça évitera de démultiplier l'exploitation digestive de votre corps et donc ça va maximiser la digestion de cet aliment qui n'est pas à la base à proprement parler souhaitable. Mais pour autant, personne ne meurt de manger des chips, personne ne meurt de manger un McDo, personne ne meurt de boire du coca. C'est pas comme ça que ça se passe. On va mourir de la répétition associée à la croyance que c'est néfaste. J'ai vu passer un commentaire tout à l'heure qui était hyper intéressant. Après, je sais pas si on verra si on le traite tout de suite ou si tu as un truc pour rebondir. Ouais, c'est juste je vais me remettre dessus. Des tout petits ajouts. C'est pour les personnes qui nous regardent et qui ne sont pas encore dans la possibilité de manger certaines choses dans le plaisir et dans le non-jugement. Parce qu'en fait, moi, je vous dis ça comme une direction à adopter. Mais il y a des gens pour lesquels c'est pas encore possible parce qu'il y a du chemin à faire d'abord et c'est complètement ok. Dans ce cas-là, ce que je vous invite à faire, ce que je vous propose en tout cas, c'est de viser peut-être une sorte de neutralité, quoi. Juste une absence de. Si c'est pas possible pour vous de vous réjouir de manger ce truc, de manger cette tablette de chocolat, cet éclair au café, ce paquet de chips, parce que vraiment vous avez un rapport complexe à la nourriture, dans ce cas-là, essayez voilà, de garder ça plutôt neutre, plutôt. Voilà, de pas charger la mule en tout cas quand vous le faites. Dans la mesure du possible, hein, chacun fait au mieux. Hein, parce que de toute façon, le rapport à la nourriture, c'est quelque chose qui a été créé pendant la période infantile, pendant laquelle on contrôlait évidemment absolument rien, où on faisait vraiment ce qu'on pouvait. Et donc l'idée, c'est de ne pas non plus se flageller sur la manière dont ce rapport a été construit. Ça, on n'y peut rien. Ce qu'on peut faire par contre maintenant, c'est effectivement se renseigner, essayer de regarder les choses avec le plus de douceur possible et puis se faire accompagner si vous constatez vraiment qu'il y a des choses qui sont difficiles pour vous à mettre en place. Parce que là, les outils qu'on vous donne aujourd'hui sont évidemment des outils qui sont utilisables en toute autonomie, mais parfois ça ne suffit pas. Évidemment, parfois il s'agit de se tourner vers des spécialistes, des coachs et naturopathes, certes, mais ça peut être aussi d'autres types d'accompagnement, l'EFT, le MDR, ça peut être aussi... ça peut résulter aussi de formes de traumatisme. Moi, la dernière fois que j'ai eu l'occasion de travailler sur cette question-là avec une cliente, on a trouvé ou compris que ça venait d'une suite d'occurrences en fait, et s'était retrouvée vers 5-6 ans toute seule pendant des périodes pas très longues, mais toute seule dans une maison, toute seule avec son petit frère ou un truc comme ça, et qu'en gros, elle s'est vraiment sentie complètement abandonnée. Déjà, c'est pas mal qu'on ait pu retrouver le souvenir, parce que c'est pas toujours le cas, mais clairement, quand ça vient de choses comme ça, c'est pas hyper simple tout seul adulte de dépatouiller ce genre de choses. Donc voilà, gardez bien ça en tête. Et puis, alors je suis 1000% d'accord avec toi sur le fait et c'est là-dessus que j'embrayerai pour la suite, une fois qu'on aura regardé les commentaires et les questions. Selon moi, alors effectivement, on va se jeter sur la nourriture en termes de consolation ou de tampon émotionnel quand ça va pas bien. Parfois, ça peut être quand ça va bien aussi. Bien sûr. Et donc, il peut y avoir aussi des. C'est dur à gérer la joie. D'ailleurs, si on la contient, et moi, tu sais, quand je suis hyper content et que je réalise un truc, c'est encore plus là que j'ai envie de taper, j'ai envie de manger un truc sympa, tu vois. Je me dis, j'ai envie de rester dans cette énergie-là et j'ai pas envie de manger un truc tout fade, etc. Ouais. Ça me fait penser à la cité de la peur. Ouais. Tiens, mais bon, ceux qui regardent auront la référence ou pas. En tout cas, voilà, ça peut aussi venir de moments comme ça, d'exaltation, de joie, de moments. Enfin, je sais que mon mari et moi, on a eu une certaine prise de poids par rapport au fait qu'on soit installés ensemble et qu'on s'exprime beaucoup notre affection par la nourriture. Donc on s'offre des trucs, on s'offre des goûters, on se fait des repas de dingo, on est hyper gourmands les deux. Donc clairement, là, on n'est pas dans la compulsion alimentaire qui vient calmer une souffrance, mais on est plutôt dans la célébration plus avec certainement des moments d'excès.
Voilà, donc ça peut aussi être ça, les compulsions alimentaires, ou en tout cas voilà, la notion d'excès, ça peut être aussi une énergie de joie, le fait de vouloir profiter de certaines choses, et évidemment dans ce cas-là c'est toujours ok de toute façon, mais en fait sur la gestion des émotions positives, c'est marrant, c'est un truc dont j'ai pas eu l'occasion de parler, mais c'est vrai que je m'étais rendu compte à un moment donné, je faisais des week-ends dans ma ville d'origine à Besançon, des week-ends où je faisais la fête quand même pas mal, où je voyais des gens, c'était hyper cool. Euh, C'était assez intense parce que je voyais un certain nombre de personnes et puis je rentrais à Paris et j'étais mais lessivée. Et c'était pas une question de se coucher trop tard ou quoi, parce que je faisais des bonnes nuits. Je me disais mais je comprends pas pourquoi je rentre et je suis mais out quoi pendant quand même 2-3 jours comme s'il fallait que je me remette du truc. Et je me suis dit mais en fait c'est parce qu'il y a tellement d'émotions euh, agréables, positives sur un temps relativement court et des émotions denses et profondes avec des gens avec qui j'ai des liens très importants, où je vois pas souvent, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me fatiguait autant que des émotions qui pouvaient être des émotions de souffrance, de galère et tout ça. Et j'ai un peu halluciné de me rendre compte de ça. Donc en fait, parfois vous êtes fatigué, vous ne savez pas pourquoi, mais c'est peut-être parce que vous êtes trop heureux et que vous avez besoin de prendre un petit temps calme pour vous remettre et digérer un petit peu. En fait, je pense que c'est comme dans tout, la voie du milieu, c'est un Ouais, peu c'est ça. la voie de la sagesse, quoi, la voie de la raison et autres. Et en fait, c'est vrai que l'émotion, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative, finalement, elle excite ton système nerveux de la même manière. Donc le gros souci qui va se... Tu vois, moi par exemple, j'ai lancé mon école la semaine dernière, mardi, enfin avant, il y a 2 semaines, et le soir même, je finis mon live, qu'après 4h30 de live, je le finis à 23h30. Là-dessus, je débriefe avec Benjamin, notre responsable du bonheur, mon cousin, au téléphone, et c'est simple, je me suis endormi, il devait être passé 1h du matin. Et franchement, j'ai fait une nuit pourrie. Comme si j'étais en angoisse de ouf, comme si j'avais un contrôle fiscal le lendemain matin, tu vois. Et franchement, mais vraiment, tu vois. C'est le summum de l'angoisse pour toi. Et pourtant, non, mais je veux dire, c'était pas, tu vois, c'était pas un truc qui me fait rêver, et j'aurais pu cogiter là-dessus. Et là, en fait, j'étais hyper content, j'étais en gratitude, on recevait des dossiers en pagaille, enfin, franchement, c'était une joie très très intense, j'étais en gratitude, en paix et en joie. Vraiment bien, tu vois. Et là, je me suis dit, mais comment ça se fait que je passe une nuit de merde alors que je suis tellement content? Je comprends quand je suis blasé, quand il y a des choses compliquées, que ça cogite, ça rumine, mais là, c'est pas le cas, tu vois. Donc, sur le coup, et donc j'ai vécu ça, et c'est vrai que sur le coup, c'est pas naturel, parce que les excès de joie et autres, c'est rare. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas, tu vois, je rebondis sur la question de Nat, là, qui nous disait tout à l'heure, c'est tellement dur de résister à une pulsion, une envie de manger, comment faire? Déjà, la réelle question, que ce soit pour les émotions, qu'elles soient très fortes, positives ou négatives, ou les pulsions et les envies de manger, la vraie question, c'est est-ce que vraiment on doit résister? Et est-ce que vraiment il y a un problème par rapport à ça? Bon, c'est la fameuse question de coaching, en quoi c'est un problème pour toi? Qu'est-ce qui nous dit que c'est un problème? Est-ce que la vie n'est pas parfaitement faite jusqu'à maintenant? Est-ce que tes cellules, sans même que tu réfléchisses, font tout parfaitement pour te maintenir en vie et en équilibre à chaque instant depuis ta naissance? Pourquoi elles seraient complètement débiles au moment où elles te disent que tu as besoin de manger ça? Peut-être que c'est pour te faire tomber malade parce qu'elles savent que c'est ce que tu as besoin pour changer. Peut-être qu'elles sont en train de faire en sorte que là, tout de suite, tu fasses ce qui est nécessaire de faire. On n'en sait rien en fait. On peut pas, il n'y a personne qui connaît les lois de l'univers sur le bout des doigts et qui est capable de dire voilà exactement pourquoi tel signal est envoyé à telle cellule. On n'en sait rien. Il faut être humble face à ça. On ne sait rien de la vie. On observe des choses observables. On observe des choses qui semblent être des référentiels valables pour la plupart des humains. Mais pour autant, il y a tellement de paramètres à chaque cellule, à chaque dixième de millième de seconde, que c'est impossible de dire on est sûr que c'est ça, ça, ça. Donc est-ce que vraiment il faut s'empêcher d'avoir un craquage? Moi je pense que comme bien souvent dans la santé, il ne faut pas lutter contre, il faut bâtir pour. Donc si tu veux arrêter de lutter contre tes craquages, bâtis ce qui te fait être plus aligné dans ta vie. Comme l'a dit Mahalia, pas forcément ce qui te met en joie, etc. Parce que parfois on a du mal à se connecter à la joie. Mais au minimum, commence à regarder tous les domaines de ta vie et essaye de te dire où est-ce que je peux m'améliorer ou en tout cas évoluer, sans parler de bien ou de mal. Tout ça, c'est des conceptions très très binaires qui n'ont pas lieu d'être. Comment je peux évoluer pour m'aligner sur quelque chose qui vraiment m'anime? Elle est où mon étoile polaire? Où est mon étoile polaire de la chose qui vraiment me fait vibrer, m'anime? Chaque fois que vous êtes en train de vous orienter là-dessus, vous le sentez en vous que ça vibre. C'est atemporel. Peu importe les traumas, l'enfance de merde que vous avez eu, le conjoint con comme un manche que vous avez,
peu importe, si vous vous rapprochez de la direction de votre étoile polaire, il y a un truc en vous qui bip, 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 bip. Tu sais, comme quand on est gamin et qu'on dit c'est chaud, c'est froid, quand tu te rapproches de là où on a caché le secret. Et ben c'est très simple, plus tu t'en rapproches, plus tu tends vers ça, plus en toi ça t'anime. Va vers ça, tu sais peut-être pas pourquoi, etc. Et arrête de lutter contre les choses et laisse-toi porter par un flot qui t'amène vers ça fondamentalement. Et plus tu te laisses aller là-dessus, moins tu as des compulsions alimentaires et d'hyperphagie. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans une phase de manque et de compensation affectif, ou d'épanouissement professionnel, ou d'épanouissement personnel, ou peu importe. Et tu arrêteras de te flageller sur le fait que tu prends des kilos et que ton cul ressemble à rien à l'approche de l'été. Tu vas commencer à te dire, ma vie, elle est vraiment cool. Je suis en gratitude parce qu'au niveau professionnel, j'ai commencé à parler à mon collègue, je lui avais jamais parlé. Et en fait, ça m'a fait du bien, j'ai senti que j'avais besoin de relations humaines. Et ça, et ça, et ça. Et au bout d'un moment, finalement, tu te rends compte que tu es bien dans ta peau, et tu es bien dans ton alimentation, et que tu n'as même pas fait gaffe, et que tu n'as rien fait pour. C'est pas en allant voir tous les gens qui vont te culpabiliser sur ce que tu manges. Moi, donc je prêche pas pour ma paroisse. La plupart des naturopathes vont te dire, faut tout manger cru, faut manger vegan. Hein, aujourd'hui, c'est à peu près le concept de base. Ou cétogène. C'est un peu les deux courants de pensée. Bien sûr, j'adhère pas à ça. J'adhère à quelque chose de beaucoup plus individualisé. Mais quand on t'oriente là-dessus, on te culpabilise sur tout ce que tu fais. C'est-à-dire que même quand tu manges un truc qui fondamentalement n'est pas totalement malsain, on t'explique quand même que c'est mauvais. Ouais, c'est ça. Et même quand tu manges des trucs sains, on t'explique que même si c'est bio, que c'est végétal, que c'est cru, il y a quand même des chemtrails, donc de l'aluminium dessus, il y a quand même de la pollution. Et en plus, tu n'as pas mâché une fois par dent que tu as dans un sens et dans l'autre. On voit Tu as bu de l'eau, Mahalia, espèce de dingue. Tu as bu pendant le repas. Elle est filtrée. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. À un moment, il faut comprendre que on peut psychoter à partir de n'importe quel conseil les plus incroyables possibles et imaginables. Donc l'idée, c'est foutez-vous un minimum la paix, commencez à respecter ce qu'il y a en vous et à vous recalibrer sur ce qu'il y a en vous. Plus vous allez vers ce qu'il y a en vous, c'est-à-dire vous aimez passer du temps avec cette personne ou ces personnes, passez du temps avec ces personnes. Vous en avez ras-le-bol de passer du temps avec vos anciens amis, vos collègues, etc. ou votre famille. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile, vous les côtoyez beaucoup en matière de confinement ou en matière de restrictions géographiques, etc. Bon, bah c'est simple, limitez ça. Faites une visio, je sais que c'est pas idéal, je sais qu'il vaut mieux être dans des vraies interactions humaines, mais allez vers ce qui vous fait du bien, plutôt que de devoir craquer sur ce qui, dans votre esprit, vous ramène à une phase de votre vie où vous avez été vraiment bien, et qu'en plus, ça vous fait du bien à court terme, mais très vite, hein, je veux dire, si je me fais un craquage et que je m'éclate un paquet de chips, mon bien-être, il va durer 5 minutes. Surtout si je l'ai mangé un peu à contre-cœur en me disant, putain, tu déconnes. Ouais. Tu vois. Et par contre, dans la nuit, aigreur d'estomac, truc machin, je vais pas te mentir, c'est pas un truc qui te fait sentir bien dans ta life. Tu te réveilles le lendemain, tu as des poches comme ça. Bon, moi, je les ai toute l'année. Mais tu vois, tu as des poches comme ça, tu as le teint encore plus pâle que moi, malgré la correction lumineuse. Et tu vois, tu vas pas te sentir bien dans ta vie. Tu vas te flageller, tu vas te réveiller, tu vas te dire, mais pourquoi je suis une merde comme ça? Ouais. Or, c'est pas le cas. C'est pourquoi j'ai autant d'opportunités dans toute ma vie C'est ça. pour me sentir bien et faire des choses qui m'animent, au-delà même de mes espérances. C'est ça la vraie question à se poser. Sur la question des domaines de vie, c'est un exercice effectivement hyper intéressant. Après, suivant comment vous vous sentez, soit vous pouvez le commencer tout seul en autonomie et c'est cool, soit vous avez l'intuition qu'il y aura un chantier. Et dans ce cas-là, moi j'invite plutôt les gens à le faire en étant accompagnés, parce que c'est quand même pas forcément simple de se rendre compte qu'il y a un certain nombre de choses qui vont pas comme on veut. Ça peut être d'autant plus frustrant quand on est au courant de ce qui va pas, mais qu'on n'a pas les solutions concrètes pour savoir comment les changer, ou qu'on a une idée, mais qu'en fait, vu que c'est basé sur des fonctionnements automatiques et inconscients, il y a certaines choses qu'on ne peut pas changer par la volonté. Et c'est le fond du travail de thérapeute et de coach. Hein. C'est qu'en fait, là, on va intervenir vraiment. Moi, la première, hein, quand j'ai un truc qui coince, j'appelle quelqu'un, on est bien d'accord. C'est qu'il y a des limites quand même sur ce qu'on peut faire en autonomie, sur certains sujets et à certains moments. Parfois, on peut faire plein de trucs, il n'y a pas de souci. Donc sur les domaines de vie, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Ce que vous pouvez faire, par contre, il me semble vraiment tout seul, tranquille, sans absolument aucun danger et avec peut-être un petit peu de difficulté, mais c'est de l'apprentissage, c'est à garder sous la main. Je vais vous proposer 3 trucs différents. C'est avoir sous la main la liste de ce qui vous fait plaisir et qui, si jamais vous essayez de moduler la question de l'alimentation, de ce qui vous fait plaisir et qui ne soit pas de l'alimentation. Donc ça peut être très concrètement passer un temps avec un ami ou une amie,
Regarder un film ou une série, moi c'est une de mes principales occupations, c'est vraiment un hobby, donc je considère pas du tout ça comme faire la log sur le canapé, hein. Moi c'est un de mes plus grands kiffs de la vie. Ça peut être d'aller faire un tour dehors, il fait un temps splendide en ce moment, c'est quand même exceptionnel. Ça peut être de peindre, de chanter, de danser, tout seul dans votre salon si vous voulez, peu importe. Mais l'intérêt d'avoir une liste de ça, c'est d'avoir sous la main, et puis évidemment de nourrir cette liste régulièrement, c'est d'avoir sous la main de quoi vous nourrir au sens propre en fait. De quoi vous nourrir en profondeur et nourrir plusieurs parties de vous. Donc vous pouvez avoir la liste de ce qui vous fait plaisir comme ça. Aussi, vous pouvez avoir la liste de ce qui vous repose, parce qu'il me semble que quand on est fatigué, et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, on a quand même une tendance à manger. Moi, je sais que si je fais des nuits courtes, la journée qui va suivre, je me laisse libre. Hein. Je sais, je m'en fous. Je vais manger un peu tout le temps, et un peu gras et un peu sucré. C'est vraiment vers ça que je vais aller. Donc je sais, quand c'est ces journées-là, je laisse le truc passer, il n'y a pas de souci. Donc la liste de ce qui vous repose, et quand je parle de repos, je parle de choses qui sont en dehors du sommeil en fait. Le sommeil c'est merveilleux, c'est hyper important, on est bien d'accord. C'est pas forcément accessible à tout le monde un sommeil de qualité, donc déjà ça peut être un sujet. Si ça se trouve, c'est ce sujet-là que vous avez besoin de traiter et pas la question de l'alimentation. C'est aussi ça l'idée, de se décoller du problème et de ne pas avoir que le nez dans le guidon sur ce truc-là. Le sommeil c'est radical, et il y a des gens sur lesquels en termes d'impact sur la question des émotions et de l'alimentation, ça va être radical. Moi, manque de sommeil, humeur de merde, j'oublie des trucs, je fais des erreurs, donc il y a des choses, il m'est arrivé d'annuler certains rendez-vous ou de décaler des trucs parce que je sais que quand j'ai pas assez dormi, il y a des choses où je vais pas être bien, je vais pas être au top. Ça fait partie de l'éthique, je pense, Ouais. et en plus, tu sais ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on va refroidir son système nerveux, etc. C'est normal que tu aies faim quand tu dors mal parce que tu as le système nerveux qui est irrité. Tu dors pas, le seul moyen de régénérer ton système nerveux c'est de dormir. Sinon toute la journée tu bouges, tu carbures, tu penses, tu machin, c'est pas là, on peut pas dire qu'aujourd'hui on est dans un mode de vie où notre système nerveux est en train de se relaxer quoi. Ouais, tout le temps des stimuli, tu vas n'importe où, une lumière, une pub, un bruit, un klaxon, c'est un masque, une histoire, des gilets jaunes, enfin c'est vraiment la folie. Ouais, je veux dire, tu vois, tu peux pas faire un pas sans que tu aies des stimulations. Donc ça fume là-dedans. Et des stimulations quand même particulièrement anxiogènes. Alors évidemment, arrêtez de regarder les infos, arrêtez de regarder le nombre de gens morts par jour, arrêtez, sans déconner. Enfin, je veux dire ça, rien que ça suffirait à déclencher tout un tas de comportements décalés. Parce qu'en fait, d'ailleurs, heureusement, ils sont très éthiques, donc ils le font surtout pas dans les pubs qui enchaînent les informations de merde. Surtout pas, ça serait un problème d'éthique, et quand même la presse française, les médias français sont quand même particulièrement dévoués à votre santé. Ouais, c'est vrai que je regarde pas la télé et pas la radio, enfin je regarde pas les médias globaux, je sais pas comment on dit ça, donc je suis pas trop au courant de ça. Mainstream en français. Mais j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup ça. Qu'est-ce que je disais, résultat? Ouais, donc la liste de ce qui vous fait du bien et la liste de ce qui vous repose, voilà. J'ai retrouvé mon fil, parce que le sommeil est important, on fait ce qu'on peut, il y a des gens qui galèrent, d'autres pas, très bien. Mais en dehors du sommeil, il y a des choses, c'est un truc qu'on oublie vraiment, c'est se reposer, c'est-à-dire faire peu, parce que faire rien du tout, moi je trouve ça compliqué, personnellement j'y arrive pas trop, mais faire des activités dont vous sentez qu'elles vous reposent et qu'elles vous détendent. Donc il y a des gens pour qui ça va être des choses plutôt passives physiquement, par exemple lire, écouter de la musique, mais écouter de la musique vraiment, c'est-à-dire pas écouter de la musique en faisant 15 trucs, écouter vraiment, je sais pas moi, une pièce de musique classique en entier, votre album préféré en entier, etc. Nous on a fait un truc il y a pas longtemps, mon mari a acheté une platine vinyle, et c'est con, mais résultat, comme c'est tout un cérémonial pour installer le truc, ben, ton disque tu l'écoutes en fait. T'es pas en train de te balader que ton téléphone dans ta poche. Ton aspirateur, ton machin, des non, tu fais ça vraiment. Donc ça peut être super. Il y a des gens qui vont cuisiner, jardiner, bricoler, il y en a que ça repose. Bon, ça m'échappe un peu, mais chacun son truc. Donc l'idée, voilà, c'est d'avoir sous la main des listes comme ça de choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien, de choses qui vont vous nourrir spirituellement aussi. Certaines lectures, le fait d'écouter parler certaines personnes, je sais pas, moi genre Christophe André, je vous mets au défi d'être stressé en écoutant 5 minutes de Christophe André, en fait c'est pas possible, c'est trop doux, c'est trop merveilleux. Donc allez, si vous voulez, ce que vous compensez peut-être parfois par la nourriture, n'hésitez pas à aller vous l'offrir et vous le donner, mais sans avoir besoin d'attendre en fait qu'il vous manque quelque chose, allez le chercher. Et ça, si vous voulez, pour moi c'est vraiment un acte d'amour envers soi, parce qu'en fait souvent, on se comporte avec soi d'une manière qu'on ne tolérerait jamais par rapport à d'autres gens, c'est-à-dire qu'on va se traiter beaucoup plus durement qu'on ne traiterait un membre de sa famille, un partenaire de vie ou un pote qui vient.
Donc je dis souvent aux gens, C'est clair. imaginez que vous êtes votre meilleur ami et que vous venez passer une semaine chez vous. Est-ce que vous vous comporteriez de la même manière? Est-ce que vous feriez faire les mêmes choses, aux mêmes horaires? Est-ce que vous travailleriez autant? Est-ce que vous lui diriez tous les matins à 6h du mat, dépêche-toi, lève-toi, douche-toi rapidement, prends un petit déj ou pas, alors qu'en fait t'en as envie ou t'en as pas envie, force-toi, force-toi. Et en fait, essayez de regarder ça comme ça et essayez de voir ce que ça donne quand vous portez ce regard bienveillant que vous pouvez avoir sur d'autres, spécialement sur des enfants ou sur des gens que vous aimez beaucoup, et essayez de le tourner sur vous et de vous dire mais est-ce que je fais ce que je ferais si vraiment je me sentais libre? Est-ce que je me donnerais ce dont j'ai besoin? Et en fait ça, alors ça peut être un peu inconfortable à entendre parce qu'il se peut que vous vous rendiez compte que en fait vous vous traitez pas très bien. Et c'est ok. De toute façon, le fait de réaliser ça, c'est le point de départ. Donc c'est cool en fait. C'est une réalisation qui n'est que le point de départ de peut-être ce qui serait une modification de votre quotidien, de vos comportements, à ajuster petit à petit certaines choses dans votre vie et à vous donner ce dont vous avez besoin. Combien de fois j'entends dans mes coachings des gens qui me disent « Non mais moi j'adore danser, vraiment, c'est un truc... » Ils le font pas en fait. Et tu le fais quand? Tu sais, des fois, moi, les gens me disent, non, mais je sais ce qu'il me faut, ce qui me fait vraiment trop du bien, la solution. J'ai rien à faire de tout ce que vous pouvez me proposer. Il faut que je fasse ma méditation, il n'y a que ça qui me fait du bien. Et je dis, du coup, tu médites souvent. Et la personne dit, non, mais alors, j'avais acheté un livre il y a 4 mois, je l'ai commencé. Voilà. Et en fait, tu commences à dire, du coup, la dernière fois que tu as médité, ce matin, tu vois, quand je me suis levé, j'avais un peu encore les yeux fermés. Du coup, tu vois, je me relaxais dans mon lit, j'ai fait un peu une méditation. Mais il n'y a pas, tu vois. Non, faites-le. Si vous aimez des choses, connectez-vous à ça. Je crois que c'est David Lefrançois qui dit ça. Quand tu connectes à un truc qui te fait du bien et tu fais la liste des choses qui te font du bien, etc., mets-les en arrosage automatique dans ta vie. C'est la base. Alors, pour faire ça, comment on fait? Eh bien, en fait, ça veut dire que vous allez devoir vous faire passer en premier. Donc là, j'utilise souvent la métaphore de la question de la sécurité dans les avions, c'est-à-dire qu'on va souvent vous dire mettez le max à oxygène sur vous avant de le mettre sur vos enfants ou sur les personnes que vous accompagnez. Parce que si vous galérez, vous n'allez certainement pas pouvoir les aider. Dans la vie, c'est pareil. Alors oui, on est tous très occupés. Vous savez quoi, en vrai, on est tous hyper occupés. Ça, c'est clair. Bon, c'est faux, parce que moi, je travaille pas beaucoup. Ah. Mais c'est le fruit d'une grosse... c'est le fruit d'une réalisation. Je me rendais compte qu'en bossant trop, j'étais pas bien. Donc à un moment donné, j'ai fait de la place. Et dans ma vie, c'est vrai que là où j'en suis aujourd'hui, ça a été le fruit d'un certain nombre d'années. J'ai de la place. J'ai de l'espace où je peux mettre ce que je veux, que je peux mettre des nouveaux projets de boulot, je peux mettre des nouvelles activités. Je me suis mis aux Russes il n'y a pas longtemps, j'ai repris les cours de chant lyrique, mais ça, c'est pas tombé du ciel, c'est parce que j'ai passé un temps certain à enlever d'autres choses. C'est-à-dire que pour vous dire oui à vous, vous allez dire non à d'autres choses. Oui. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas, pas les gens, ça ne veut pas dire que vous ne tenez pas... Je pense beaucoup aux gens qui ont un taf prenant, une vie de famille, voilà, globalement. C'est quand même ça les situations où les gens ils ont le plus de difficultés en général à se donner des espaces à eux en tant qu'individus. Combien de mamans j'ai accompagnées en coaching qui ont 3 enfants, qui ont des carrières hyper importantes et qui mènent tout ça de front et merveilleusement. Mais il a quand même fallu pousser les murs un petit peu pour ajouter la demi-heure de méditation le matin et pas l'ajouter à une liste de trucs déjà énormes histoire de se remettre de la charge mentale, non, mais vraiment faire de la vraie place. Et donc oui, il y a des gens pour qui ça va consister à prendre un certain nombre de décisions du type mettre le réveil 1 heure avant que les gamins se lèvent pour être sûr d'avoir un temps pour faire ce qu'ils ont envie de faire, que ce soit un peu de sport, que ce soit de la médite, lire un truc, ou vous savez quoi, juste glander en fait. Juste aller prendre son putain de café sur sa putain de terrasse ou son balcon ou n'importe quoi et prendre un petit temps là entre soi et soi-même. Et vous savez quoi, personne va décéder parce que vous leur dites ben non, voilà, cette heure-là elle est dédiée à moi, que ce soit le matin ou le soir. Il y a toujours moyen d'organiser. Donc là je vous renvoie aussi vers les supports que vous pouvez avoir, que j'ai pu produire sur la gestion du temps. On trouve toujours moyen. Il y a une question de méthodologie, clairement, d'organisationnel, d'outils, ça c'est une chose. Mais en fait, en général, ce qui coince, c'est pas ça. En général, ce qui coince, c'est le soi parfait. Il faut toujours que je fasse tout bien, sinon, je sais pas, la terre tournera par an. C'est la ligne de conduite. Hein. Alors que tout le monde s'en fout, que les choses soient faites parfaitement. On s'en fout. Le soi parfait, le fait plaisir. Parce que je crois que je n'aurai l'amour des autres que si je me plie en quatre pour eux. Alors qu'en fait, les autres, si ça se trouve, ils s'en foutent aussi. Et en fait, ils ont besoin de temps, mais de temps de qualité, pas forcément tout le temps. Et surtout, peut-être qu'on sait même pas ce qu'ils veulent. Le mieux, c'est quand même... Exactement. Et souvent, c'est ça. Donc l'idée, c'est si vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous avez envie ou besoin de mettre en place dans votre vie et que vous avez peur que ça pose des problèmes à votre conjoint ou à vos gosses ou à vos collègues de taf ou à vos clients, posez-leur la question. Et pareil, mais même si vos enfants ils sont petits, hein,
Moi, souvent, les gens ils me disent ouais, je sais pas s'ils vont comprendre. Vous inquiétez pas, ils comprennent très très vite et très tôt des choses parfaitement complexes. Et donc parfois, si vous dites aux enfants, j'avais ça avec une cliente il y a pas longtemps, elle se demandait si elle passait trop de temps au téléphone quand elle les avait le week-end, au téléphone avec ses copines. Et je lui dis, mais pose-leur la question. Et effectivement, il y a un des enfants qui a dit, bah ouais, en fait, quand t'es au téléphone et que nous on joue, ben t'es pas avec nous, ce qui est vrai. Donc l'idée, c'est qu'elle va s'organiser différemment. Il y a des choses qu'elle fera peut-être pas le week-end où elle les a, et qu'elle fera à un autre moment, peu importe. Mais en tout cas, au lieu de se faire des idées sur... ça, c'est ultra classique, la question des projections, sur ce dont vous pensez que les autres, votre entourage professionnel ou personnel, sur ce que vous pensez qu'ils peuvent avoir besoin de vous, posez-leur la question et vous aurez des surprises, soit dans un sens, soit dans l'autre. Soit ça va confirmer des trucs, auquel cas, ben, ok, ça c'est important, je reste. Soit vous allez vous dire, mais en fait il ne tient qu'à moi de, point de suspension, reprendre la danse, d'aller courir régulièrement si c'est ma cam, d'aller me promener dans la forêt, d'aller faire du yoga, enfin voilà, tous les trucs qui peuvent vous faire du bien, ou d'écouter de la musique très fort avec des gens, enfin j'en sais rien vraiment. Donc ça c'est une autre piste de travail, c'est voilà, d'avoir sous les yeux des listes de choses qui vous font du bien, et de prendre la décision ici et maintenant, d'en faire une habitude, parce que c'est aussi comme ça que ça marche, et puis de vous faire passer en premier. Et je vous jure, même si vous n'avez pas l'impression, je vous jure que ça marche. Je vous le promets, je le vérifie presque tous les jours. Ça marche vraiment. Une dernière idée que j'avais eue, avant peut-être qu'on jette un coup d'œil aux éventuels commentaires et questions, on verra, c'est de vous centrer. Alors là, on vous a parlé du fait de lever le nez de la question de l'alimentation et d'aller regarder ce dont vous pourriez avoir besoin ailleurs en termes d'épanouissement pro et perso, de valeur, de repos, etc., prendre soin de vous. Et il y a un autre truc que vous pouvez faire pour lequel il n'y a vraiment pas besoin d'une mise en place supplémentaire ou quoi que ce soit, c'est la notion de gratitude. Listez, soit à l'écrit, soit à haute voix, toutes les choses qui vont bien dans votre vie, qui vous plaisent dans votre vie, qui vous font plaisir, que ce soit des choses pérennes, une relation qui est de très grande qualité depuis longtemps, que ce soit parce qu'aujourd'hui il fait beau, que ce soit parce que vous avez vu des fleurs de magnolia et c'était trop bien, peu importe. Vous pouvez écrire un truc du type je suis reconnaissant ou reconnaissante pour blablabla parce que blablabla. Et dans ce cas-là, vous expliquez qu'est-ce que ça vous apporte en fait. Et essayez d'aller un peu loin là-dedans. Et dans ce cas-là, le fait de faire cet exercice-là, déjà, ça va vous faire un bien fou. Et ça va un petit peu vous permettre de shifter votre filtre, qui peut être un filtre un peu négatif ou dépréciatif, de le shifter vers le positif. Parce qu'en fait, on est quand même pas mal câblé naturellement pour garder un œil sur tout ce qui va pas, tout ce qui marche pas. Aussi, il me semble, parce que il y a un temps où quand on sortait, il y avait peut-être un ours qui allait nous bouffer. Donc c'était important qu'on soit hyper observateur et qu'on se rappelle des choses négatives et des choses qui posaient un problème. Là, ce qui nous pose du stress maintenant, il n'y a plus d'ours, mais par contre... de likes sur Facebook. Par exemple, c'est la technique qui marche pas très bien quand on fait un live, c'est des trucs comme ça. Donc l'idée, si vous voulez, pour un peu, pas un peu, pour carrément reprogrammer votre cerveau et votre système, si vous voulez, votre espèce de vision du monde, le fait de faire chaque jour, de noter 3, 10, peu importe, gratitude, choses qui sont là, hein, qui sont présentes, que vous pouvez vraiment presque toucher. Mais ça peut être des petits trucs, en fait la taille du truc n'a aucune importance, ça peut être parce que vous buvez votre café dans votre tasse préférée, que vous la trouvez trop belle, vous avez mis vos pompes, surtout des petits trucs d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Donc faites-le ça au quotidien. Et je vous promets, alors c'est vraiment le genre d'exercice, idéalement à faire tous les jours un peu. C'est ça qui est le plus puissant en fait en termes d'effet. Après, c'est pas grave si vous le faites pas tous les jours. Mais il vaut mieux le faire tous les jours 5 minutes que 1 heure par semaine, ça c'est clair. Vous pouvez le faire sur un vieux post-it à côté de votre lit quand vous vous réveillez. Enfin, on s'en fout de la forme, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un hôtel aux gratitudes. Faites-le si ça vous plaît, mais l'idée c'est vraiment de complètement reshifter votre système de pensée là-dessus. De faire par exemple ça pendant 1 mois en vous occupant pas du tout d'alimentation. Et après vous regardez le truc et vous voyez où vous en êtes. Et moi je vous fais le pari qu'il y a des choses qui auront changé sans effort de votre part en fait. Parce que vous aurez nourri des choses qui avaient besoin d'être nourries. Et il y aura eu des conséquences et ce qui vont certainement dépasser l'objectif de départ, en tout cas. C'est très facile de se connecter à ce qui nous manque, parce qu'on est un peu des... tu sais, dans l'aspect un peu chasseur-cueilleur, de dire je vais chercher la nourriture, je vais chercher en fait ce que j'ai pas sur place. Pardon. Et en fait, il y a aussi le côté, dans nos neurotransmetteurs, tu as un aspect des sécrétions qui sont dépendants un petit peu de la satisfaction d'avoir obtenu ce que j'espérais avoir. Donc tu vois, souvent on va se dire, j'ai envie de ressentir ça, j'ai envie de, comment dirais-je, j'ai envie de me calmer, etc. J'ai envie de faire passer cette espèce d'émotion qui me fait du mal.
Et à ce moment-là, en fait, je mange, par exemple, sucré, et ça pèse. D'accord? Le truc, c'est qu'on est content, on a cette forme de satisfaction relativement minime parce qu'on a réussi à obtenir le résultat qu'on souhaitait, indirectement. Par contre, il y a un truc qu'on déteste dans notre, et qui fait encore plus mal que ça nous fait du bien, c'est le fait d'avoir l'impression d'avoir perdu ce qu'on pensait acquis. C'est un énorme problème. Ce qu'on pense acquis, en fait, de ressentir qu'on l'a perdu, ça nous met encore plus dans le mal. Le gros problème, c'est quand on est toujours à la recherche de ce qu'on n'a pas, on se déconnecte de ce qu'on a, et petit à petit, on crée un climat latent de... C'est comme si ce qu'on pensait avoir, en fait, on n'y fait plus attention et on ne le nourrit plus. Donc si vous voulez éviter d'être dans cette phase de compulsion, dans cette phase de craquage, il y a aussi cet aspect dans le cadre de la gratitude, d'être en gratitude, d'avoir un frigo. Moi, quand je me lève tous les matins, c'est pas un rituel que je fais depuis des années, mais c'est un rituel relativement récent. Je me lève le matin, au moment où je sens que je me réveille et que j'ai conscience que je me suis réveillé, si je mets le pied par terre ou même je suis encore dans mon lit, je remercie et je suis en gratitude pour ma vie en fait. Parce qu'il y a des gens qui meurent dans leur sommeil et c'est arrivé à une de mes amies, c'est pas une connerie, c'est arrivé à une de mes amies en décembre et donc je sais pas, j'en sais pas plus, mais pour te dire, je me suis dit mais en fait tous les jours où je me réveille, je suis en gratitude pour ma vie. Je suis en gratitude parce que j'ai l'eau chaude quand je me lave. Je suis en gratitude parce que j'ai un frigo qui m'évite de faire sécher ma viande fumée, de la mettre dans du sel, de récolter mes légumes, mes machins. Non mais t'imagines le bordel que c'est quand t'as pas ça? Avec la vie qu'on essaye de mener. Ouais. Mais tes séries, tu les regarderais jamais si tu devais être sur un vélo d'appartement pour créer de l'électricité là. T'imagines le truc? En fait, t'écouterais rien du tout. T'aurais juste recruté quelqu'un que tu fouetterais pour tourner ton disque sur ton vinyle, tu vois. En fait, en vrai, on a de quoi être en gratitude pour tout ce qu'on a au quotidien qui est déjà normal, qu'on considère comme normal, mais si on nous l'enlevait, croyez-moi, ça vous ferait très 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 mal. Et ça, c'est important de célébrer ça, en fait, d'être dans la gratitude de ça, y compris des belles choses, des belles émotions, comme le dit Mahalia. Mais je pense que de se reconnecter à des choses très simples, ça permet de dire au cerveau, tu vois que tu n'as pas besoin de craquer pour te faire plaisir. Au quotidien, il y a déjà des choses magnifiques dans ta vie. Bien sûr, il faut évoluer, on n'est pas là pour être stagnant, de dire que tout ce qu'on a autour de nous c'est parfait, qu'il faut rien changer, etc. C'est pas le but. Mais quoi qu'il en soit, d'être dans cette espèce de manque, ah bah parce que je me suis fait larguer, ou parce que je suis célibataire à 42 ans, parce que machin, parce que truc, bah du coup c'est normal que je compense. Et s'il vous plaît, arrêtez de regarder sur internet pourquoi on a des craquages alimentaires et surtout pourquoi les gens qui vont vous justifier que vous en ayez. Parce que le pire que vous puissiez faire, c'est répondre à la question pourquoi je fais ça. C'est pas tant en quoi c'est un problème pour moi de le faire, ça c'est une vraie question. Mais quand j'essaye d'expliquer à mon cerveau pourquoi c'est légitime et rationnel de le faire, je suis en train de m'endormir en fait dans cette espèce de... Tu vois, ça m'endort finalement petit à petit dans c'est normal. Bah, je fais ça parce que je fais ça depuis que je suis orphelin. Je fais ça depuis que mes parents ont divorcé. Ah bah ouais, mais tu veux faire comment? T'as une baguette magique pour changer le passé? Moi j'en ai pas. Je ne peux pas changer mon passé, donc je suis de toute façon enfermé dans une vie où il y a ce passé. Si je commence à me justifier parce que j'ai tapé sur internet que ça arrive très souvent d'avoir des craquages quand on est hypersensible les zèbres, bon bah c'est très simple, je vais dire bah c'est parce que je suis zèbre et que je suis hypersensible. Bah du coup c'est pas de ma faute. On veut pas te dire que c'est de ta faute. On veut juste dire est-ce qu'il faut vraiment changer, est-ce qu'il y a vraiment un problème? En quoi c'est un problème pour toi? C'est pas la peine de chercher toutes les justifications de pourquoi c'est normal dans ta vie de faire des craquages. Par contre, connecte-toi à autre chose, autorise-toi, arrête de te flageller et connecte-toi à ce qui est cool déjà au quotidien. Tu n'as pas besoin d'avoir un appart vu sur la tour Eiffel de 800 mètres carrés, tu vois. C'est pas nécessaire en fait pour kiffer. Tu n'as pas besoin du dernier iPhone ou du dernier Samsung pour kiffer. Tu n'as besoin de rien en fait. En vrai, dans l'absolu, tu n'as besoin de rien. Tu prends un gamin, tu le mets tout seul dehors avec un bouchon de bouteille et un peu d'herbe, il peut s'éclater tout l'après-midi et kiffer. Donc tu es exactement le même programme génétique et corporel que cet enfant, simplement tu as des préoccupations d'adulte parce qu'on t'a habitué à avoir ça. Et il n'y a rien de définitif là-dedans. Ouais, et ce qui est dommage, c'est que, et moi la première, hein, on a tendance à être dans la gratitude et à se réjouir de ce qu'on a, ben, le jour où c'est abîmé ou qu'on l'a plus. Alors qu'en fait, et ça va peut-être vous paraître un peu gnangnan, mais je vous jure que ça marche et il y a une vraie densité aussi spirituelle à ça, à se dire juste, j'ai des mains qui marchent en fait, je peux attraper des trucs. Mais moi j'adore regarder un truc et dire je peux contrôler le fait de plier mes doigts. C'est un truc. Pouce opposable ou pas? Genre on peut attraper des objets, ok, non. je vois. T'imagines comment t'es en galère quand t'es comme galère ça? De fou. Les mobiles, insupportable. C'est horrible. Moi je me suis fait opérer de la myopie. Et honnêtement, presque tous les jours, il y a un moment donné, je me dis,
waouh, j'arrive à voir sans lunettes, sans rien, quelque chose de loin. Ça fait plus de 10 ans, je sais pas. Mais je le sais parce qu'en fait, pendant longtemps, j'étais très myope et donc je voyais normal, bof, avec des lunettes et vraiment rien du tout sans. Et donc l'idée, c'est de ne pas attendre d'avoir quelque chose comme ça qui va être temporairement, qui va vous être enlevé pour vous réjouir de ça. On a un milliard de raisons de se réjouir de ce corps incroyable qui fonctionne tout seul, qui respire et qui fait son taf alors qu'on n'a absolument aucun effort à fournir, de notre cerveau qui marche et qui est capable de transformer des photons en images et de nous permettre de voir des choses belles. Donc si vous voulez, pour la question des gratitudes, allez chercher, essayez de passer en revue un peu ces choses-là et encore une fois, de ne pas attendre qu'il y ait un truc qui parte en cacahuète pour vous réjouir quand vous allez le récupérer. C'est vraiment ça un des secrets. Alors moi je suis en train de travailler en ce moment sur la loi de l'attraction, donc je suis vraiment le nez là-dedans. Je reprends vraiment les trucs, la base. Donc c'est vraiment un aspect qu'on néglige et qu'on oublie aussi parce qu'on est un peu dans des vies où on est en train de courir et que faire ces choses-là, même si ça prend quelques instants, ce sont des instants qui sont des instants d'intériorité avec soi en fait. Et donc l'idée c'est, vous pouvez caler ça au moment le plus opportun pour vous, donc soit avant de sortir la jambe de votre lit, entre le moment où vous vous réveillez ou vous commencez votre journée, en essayant de ne pas faire comme j'ai tendance à faire, c'est-à-dire sans avoir encore ouvert l'œil, attraper le téléphone portable et l'allumer pour voir ce qui se passe. Et après tout, c'est ok. C'est complètement ok, moi j'assume complètement. Après, c'est vrai que c'est intéressant de se dire de temps en temps, tiens, aujourd'hui je vais essayer de pas le faire, des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, ce petit temps à être dans la gratitude et à vous réjouir de choses qui vous semblent simples et qui vous semblent normales et qu'on considère comme acquises, c'est un temps qui va changer la nature de vos journées en fait. Ça peut prendre 3 minutes le matin, votre journée n'aura pas le même goût. Et vous pouvez le faire aussi quand il vous arrive des merdes. Par exemple, je sais pas, moi si j'avais eu une galère de train là pour venir aujourd'hui, ben, je pense que au lieu d'être en train je sais pas, d'être de mauvaise humeur ou de ronchonner contre la SNCF, je me serais peut-être dit ok, ben peut-être qu'il n'y a pas eu le train aujourd'hui, mais n'empêche, il y a ce projet avec Renault, de trucs sympas. Moi je suis en bonne santé, il fait super beau, ben, je vais aller faire autre chose. Bon, et ben c'est une habitude à prendre. Et en fait ça rend hyper fort parce que ça veut dire que peu importe ce qui vous arrive, vous trouverez de quoi vous sentir quand même relativement bien et solide. Ça ne veut pas dire être naïf sur le fait qu'il y a des problèmes, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus, il y a des choses dont il faut s'occuper, il y a des choses qui sont pas cool, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment, voilà, se forcer en tout cas au début pour mettre en place l'habitude, à garder au moins autant le filtre positif qu'on a le filtre négatif en place continuellement. Moi, tu vois, ce que j'aime là-dedans, c'est le côté s'abandonner à la vie. De dire en fait, tout ce qui se passe est normal, Ouais. tout ce qui se passe a une raison. Et donc en fait, tu es dans la pure neutralité. T'es pas en train de te dire, t'es presque au fur et à mesure dans l'équanimité. De dire finalement, pourquoi est-ce que je me réjouis de fou quand il se passe un truc? Bah, bien souvent parce que je l'espérais et parce que j'ai associé des concepts et des projections sur le fait que ça va faire de moi quelqu'un qui est comme ci, comme ça, etc. Mais en fait, en réalité, à l'instant T, il se passe que des choses neutres dans la nature. Mm. Même quand un bébé phoque meurt sur la banquise et que tout le monde et le monde entier pleure devant son écran, dans la nature, c'est neutre. Ah, Il n'y a personne dans la nature C'est pas bien. qui dit l'ours polaire, il n'a pas le droit de manger un bébé phoque. Pourtant, c'est vrai que ça fait de la peine de voir ça. Mais quoi qu'il en soit, dans la nature, tout est neutre. Et donc, l'intérêt, c'est à partir du moment où je me connecte à ça, quand c'est bien, je le célèbre. Et forcément, j'invite la vie à m'en donner plus. Donc, je me mets en gratitude. Et je lui dis, franchement, j'aimerais bien qu'il y ait encore plein d'autres moments comme ça. C'est vraiment cool. J'essaye de garder cette émotion en moi et de la voir pour d'autres sujets. J'utilise cette force-là pour la rediriger vers les domaines de vie où c'est encore difficile peut-être pour moi. Mais quand c'est difficile, qu'est-ce qui m'explique que c'est pas exactement ce dont j'ai besoin? Mm. On n'en sait rien. Tu sais, c'est comme les personnes qui s'énervaient sur les guichets d'hôtesse de l'air et tout ça, parce que leur billet, il y avait eu un problème, ils n'ont pas pu monter dans l'avion. Et puis au final, tu apprends après que c'est un avion qui s'est crashé sur le World Trade Center. Bon, ben, c'est très simple. Cette personne-là, à ce moment-là, elle était vénère. Mais après coup, elle s'est rendue compte que tout était pour le mieux. Est-ce que ça veut dire que les autres, en fait, ils n'ont pas écouté des trucs? Moi, j'en sais rien. Mm. Mais quoi qu'il en soit, parfois, on ne sait pas le sens des événements. Et la vie qui circule en nous et dans toute chose, elle n'a pas l'air d'être complètement chaotique. Elle a l'air de plutôt organiser les choses de manière assez harmonieuse, même si certains jouent avec et tentent la contrainte. Mais encore une fois, comme là en ce moment, on voit la période où les gens se sentent très contraints et presque sentent qu'ils subissent, peut-être qu'on a besoin de cette épreuve, comme parfois on a besoin d'une maladie.
Parfois, on a besoin d'un décès, on a besoin d'un licenciement, d'un deuil, d'un divorce, etc. Ou d'une fracture, ou de peu importe. On a besoin de quelque chose pour nous mettre l'électrochoc. En fait, moi, j'appelle ça bouffer le bitume. Parfois, on a besoin de comprendre que dans cette direction, on bouffe le bitume. Et qu'on a besoin de prendre une autre direction. Et c'est extrêmement important. Donc, en fait, c'est toujours le même truc. Pourquoi je vais dans cette direction? Qu'est-ce qui m'anime pas? Et est-ce que tout ça est en train de m'apprendre quelque chose? Si aujourd'hui, c'est difficile de vivre comme ça, parce qu'on a peur de rester confiné toute notre vie, qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, on ne peut plus aller au ciné, on ne peut plus faire tout ça, peut-être que déjà, ce n'est pas un problème à régler, mais en fait un changement à s'adapter, d'une part, et peut-être tout simplement qu'il faut revoir des choses. Et peut-être qu'on ne doit pas juste essayer de revivre comme avant, mais qu'on doit moduler notre système. Peut-être qu'on doit créer des choses nouvelles et bâtir un monde nouveau. En tout cas, peut-être que tout ça, c'est juste pour nous créer suffisamment de friction, comme plein de choses dans votre vie, pour vous forcer à changer. C'est pas pour vous faire du mal. Et tout ça, c'est OK. Et j'en reviens à l'équanimité de dire, tout ce qui se passe de négatif a un sens. Et à la limite, dans ce cas-là, de dire, merci la vie de me préparer au futur qui m'attend. Parce que tout ce qui est en train de se produire là, maintenant, pour moi, pour toi, pour tout le monde, c'est le résultat exact de tout ce que vous avez vécu avant, de la somme de tous vos comportements passés, qui vous ont amené exactement où vous êtes, pour vivre bien souvent des révélations incroyables. Et c'est comme si, moi je sais quand j'ai voulu ouvrir mon école, dès que j'ai eu cette idée, franchement je rechignais depuis des années. J'ai eu l'idée comme si j'avais été foudroyé. Et là je me retourne, je regarde ma vie en arrière, et je me dis, mais en fait j'ai été taillé au laser par les 15 dernières années de ma vie pour monter cette école de manière millimétrée pour ce qu'il y a besoin aujourd'hui sur le marché. Et là tu te dis, j'en ai chié, vraiment. Il y a des épreuves qui ont été dures, mais c'était au millimètre pour me faire une shape parfaite de l'école que j'ai besoin, en fait, pour le monde que j'essaye de bâtir. Tout ça, c'est pour donner un exemple, mais on peut le faire sur plein d'autres trucs. Quand vous bouffez le bitume, vous n'êtes pas dans la bonne direction, mais en fait, vous êtes en train d'apprendre, comme dirait François Lemay, je ne sais pas si tu connais François Lemay, le Québécois, un mec incroyable, que j'avais rencontré sur Paris, justement, sur un séminaire de David Lefrançois. Et en fait, il dit souvent, peut-être que cette personne qui vous fait une crasse ou ce truc dans votre vie, c'est peut-être un ange déguisé en trou de cul. C'est-à-dire que sur le coup, tu te dis, mais quel trou du cul, mais quel connard, tu vois. Et en fait, c'était juste pour te faire la petite bifurcation nécessaire pour que ta vie, elle prenne la bonne direction. C'est pas toujours des gens qui viennent te voir, qui te prennent par la main et qui disent, c'est bien Mahalia, t'es quelqu'un de bien, tu vas réussir tout ce que tu entreprends, tout ça. C'est pas comme ça. Ça s'appelle les bisounours. Et les bisounours, c'est bien d'encourager, mais le bisou, s'il n'y avait que du bisounours, clairement, la gazelle, elle se fait bouffer. Pourquoi? Parce que si tu dis, c'est bien petit, prends ton temps, t'as le temps, t'inquiète pas, je serai toujours là pour toi, etc. S'il n'y a pas d'adversité qui lui fait peur, la gazelle, elle ne se lève pas quand elle naît. Donc elle va se faire becqueter par le premier lion, le premier prédateur qui passe. Il lui faut de l'adversité, donc il lui faut du soutien, ça c'est clair, mais le soutien, il a de la valeur qu'à partir du moment où il y a de l'adversité. Se faire soutenir par des gens quand tout va bien, c'est très facile. Moi je dis souvent, en fait, c'est pas au moment où tout va bien dans ta vie que tu vois les personnes qui te soutiennent et qui sont vraiment derrière toi. C'est quand c'est dur. Ouais, c'est sûr. Donc voilà. Ben, vraiment, c'est on refait une boucle en fait. Donc j'avais commencé comme premier outil à vous donner de quoi travailler vos croyances limitantes sur vous et sur l'alimentation. Et là, en fait, on arrive sur une croyance ressource, c'est-à-dire un système de croyances que je partage avec Renaud qui vise à dire, en tout cas c'est comme ça que moi je le formule, tout ce qui m'arrive non seulement a un sens, alors je n'aurais peut-être pas accès, peut-être que j'aurais jamais trop l'explication, mais en tout cas souvent tout ce qui m'arrive est en ma faveur, non seulement est en ma faveur, mais en ce qui me concerne est la version la plus douce possible. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu faire plus soft en fait. Moi je considère que l'univers ou Dieu ou les guides, enfin vraiment vous appelez ça comme vous voulez, n'est jamais... il ne veut jamais du mal en fait. Personne ne veut du mal en fait dans l'absolu. Tout est fait pour nous permettre d'avancer, de grandir. Et moi je suis quelqu'un, moi j'adore évoluer, j'adore grandir. Donc évidemment comme je demande ça tout le temps, évidemment il m'arrive des trucs. Comme ça j'apprends des trucs et après j'évolue, je change, je grandis et j'adore ça. Est-ce qu'on regarde un petit peu les questions? On va regarder les questions et je voudrais juste conclure sur ce que tu disais là. Moi j'appelle ça arrêter de chercher le confort et de fuir l'inconfort, devenir confortable dans l'inconfortable. En fait, pour moi, il faut apprendre à devenir comme un poisson dans l'eau quand vous êtes face à de l'inconfort. C'est-à-dire de dire, oui, c'est normal. Alors moi, le premier, il m'arrive d'avoir des phases où ça me saoule. Dans certains domaines de vie, parfois, ça me gonfle. Il y a des trucs qui me saoulent, j'aimerais que ce soit autrement, etc.
Mais pour autant, est-ce que c'est pas taillé au laser pour me permettre de devenir la version de moi-même qui peut prétendre vivre autre chose qui me correspond plus? Très certainement. Et bien souvent, quand tu prends clac, 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 clac sur des claques tout le temps sur le même domaine, tu peux être en train de te dire, j'ai pas appris ma leçon, j'ai pas appris ma leçon, j'ai pas appris ma leçon, j'ai pas appris ma leçon. Sauf que le contrôle, il se durcit tout le temps, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on te dit, il faut que je te les pique comment tes fesses pour que tu te mettes à te bouger le cul dans l'autre direction, en fait. Et c'est pas toujours évident, hein, de le percevoir, mais c'est intéressant de devenir confortable dans l'inconfortable et de dire, en fait, je lâche prise et même s'il se passe ça, c'est ok. Et bizarrement, ça se passe plus. Ou bien moi, tu sais, moi, il y a souvent des trucs où je me suis dit, ça fait 3 ans que je me prépare pour des trucs qui m'arrivent souvent, tu vois, et je me dis, je vais tout faire pour que la prochaine fois, je sois au taquet. Et au moment où tu fais ça, la vie, elle te fait, Ouais. merci, bonne journée. Ça sera plus nécessaire parce qu'en fait, j'ai décidé que tu allais en fait, traverser une autre épreuve que celle-ci. Next. Et bah, tu t'es préparé, donc en fait, j'ai plus besoin besoin de t'entraîner, quoi, tu vois. Genre, tu sais faire la gauche, ben, maintenant tu vas apprendre à faire la droite, tu vois. D'habitude, ça arrivait comme ça, là, ça va arriver comme ça, tu vois. C'est un autre concept. Alors, est-ce qu'on a des questions? Je te laisse regarder un peu de ton côté. Moi, j'ai pas l'impression que je crois pas avoir raté de questions. J'ai des likes, j'ai pas de questions particulières. Pensez à mettre un like si vous trouvez ça intéressant. C'est cool pour nous soutenir et pour faire connaître la vidéo et permettre aux personnes de la suivre plus facilement sur les différents réseaux. Moi, de mon côté, j'ai pas l'air d'avoir de questions. Écoute, je pense qu'on doit être merveilleux et clair et je pense qu'on doit être parfait. Écoute, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on est la version parfaite de nous-mêmes pour faire ce qu'on est en train de faire à l'instant T. Impeccable. Écoute, en tout cas, moi je pense qu'on a fait le tour de ce que j'avais un petit peu noté comme différentes idées. Ouais, c'est cool pour moi aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à nous mettre des likes, à partager. Pour ceux et celles qui regardent en replay, et bien pareil, faites-nous des retours, hein, même si c'est en décalé. C'est hyper important pour nous de savoir si ça vous a plu, si vous voulez d'autres vidéos sur d'autres thématiques, s'il y a des points que vous aimeriez qu'on précise. Ça nous motive, voilà, à refaire des contenus comme ça et à vous proposer de temps en temps des trucs de ce genre. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Non, ça c'est mon attestation. J'en connais une qui va faire un feu chez elle ce soir. Moi je brûle souvent des feuilles, mes voisins sont habitués à ce que je crame des trucs. Sinon bah, où est-ce qu'on peut te retrouver, Renaud, si on veut suivre ce que tu fais? Pour ceux qui veulent me retrouver, vous me retrouvez sur Facebook, sur YouTube et sur Instagram au nom Renaud Richet, naturopathe éventuellement, vous pouvez taper. Il m'arrive de faire des lives de temps en temps sur des choses. Là en ce moment j'ai beaucoup de travail par rapport au lancement de mon école et au fait d'essayer de promouvoir le métier de naturopathe et surtout d'aider les gens à trouver de trouver en fait l'école et finalement le cursus qui sera fait pour eux. C'est un de mes sujets du moment. Mais j'adore parler de la maldigestion, de la fatigue entrepreneuriale. Il y a plein de sujets, la santé des enfants, c'est des sujets qui m'animent énormément. Donc vous me retrouvez sur les réseaux. Toi, je crois que tu es essentiellement sur Facebook et YouTube. Oui, je suis beaucoup sur Facebook, donc sur mon profil. Insta, un petit peu, ouais. De plus en plus, je m'y mets tranquillement. Je rattrape mon petit retard de modernité des réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver aussi sur Radio Médecine Douce, donc une libre antenne par mois. Je crois que la prochaine, c'est le mercredi 21 avril, où là, je vais refaire clairvoyance, tirage de cartes, tarot et le normand. Pour ceux et celles que ça botte, donc on peut appeler en direct et je vous réponds en direct. Et puis pour ce qui est des coachings, c'est sur mon site internet www.maliegrio.com, onglet contact, et puis normalement vous avez tous les détails. Aussi sur LinkedIn un petit peu, pour ceux et celles qui sont sur le réseau pro. Voilà. Ça arrive à des gens bien. Je dis ça parce que je crois que je ne me suis pas connecté depuis une douzaine d'années. Mais c'est vrai que tu as tout à fait raison, pour les pros, c'est certainement le meilleur réseau. En tout cas, nous, c'était vraiment cool pour nous de faire ce live, d'échanger avec vous, voir qu'il y a eu quand même quelques questions, etc. N'hésitez pas, pour ceux qui regardent le replay, vraiment à mettre vos questions, etc. Parce que nous, on va les regarder et s'il y a des thématiques à traiter, alors on aime bien faire des petits trucs ensemble, hein, on a relativement bien connecté, donc on est amené, peut-être, si Mahalia décide à nouveau de sortir du 75 ou que moi je décide d'y entrer, je ne vais pas vous mentir, on a chacun des croyances un peu... Non, j'exagère. C'est une petite blagounette. En tout cas, on se fera plaisir de répondre à d'autres sujets. Ça nous fait vraiment plaisir de partager tout ce qu'on peut vous donner sur ces trucs-là et surtout dans l'idée d'être dans la douceur et dans l'amour de soi et de changer un peu le paradigme que je trouve quand même pas forcément hyper sympathique, voilà, sur ces questions-là. On sort de la contrainte et on va dans la construction, en tout cas. Bâtir, aller vers, plutôt que de lutter contre. C'est ça. C'est un peu la parole de la fin. Surtout, si jamais, suite à ce live,
vous avez senti que vous avez besoin d'aller craquer un petit peu sur une tablette de chocolat, etc., il fait magnifique dehors. Franchement, peu importe où vous êtes, enfilez votre meilleur masque et faites-vous plaisir pour prendre une bouffée d'oxygène et de soleil. Jusqu'à notre prochaine vidéo ou live, on vous dit portez-vous bien. C'est ça. Continuez à croire en vos rêves. Continuez à vous accepter tel que vous êtes, parce que vous avez parfaitement le droit d'exister tel que vous êtes à l'instant T. Et puis, je vous dis à très vite, moi, en tout cas, les amis. À bientôt.